on a des entrepreneurs qui nous disent le problème c'est le recrutement ou c'est l'acquisition. La réalité en fait c'est que 99% du temps c'est pas le réel problème. Le principal goulot d'étranglement finalement, si on dézoome un petit peu tout ça, c'est le dirigeant derrière. Il doit être prêt en fait à dépasser ce stade-là pour déléguer. C'est coûteux, mais ça vaut largement le coup s'il est connecté à la vision parce qu'il est en direction de l'accomplissement de sa mission. Il y a une seule chose à faire là dès demain. Je prends une feuille, je fais une croix et je me dis qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'arrête de faire et qu'est-ce que je commence. On n'ose jamais vraiment rêver grand et ambitieux. Il y a toujours quelqu'un qui a les mêmes compétences mais qui lui a osé plus et cette audace amène plus d'évolution, plus de résultats, plus d'énergie, plus de croissance et plus de valeur dans le monde au quotidien. C'est qu'assurément, ils font les choses différemment. Ça ne dépend que de vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, très bien accompagné parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis d'une part avec Anis Urbib ici présent qui va co-animer cet épisode très spécial. Mais surtout, on est actuellement dans un team building entrepreneurs.com. Aujourd'hui, on va parler de nous, mais surtout de vous parce qu'on est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs au quotidien et surtout, on a une très forte croissance ces dernières années. On va parler croissance, on va parler structuration, on va parler rentabilité, on va parler chiffres, on va parler marketing, on va parler pricing, on va parler positionnement, on va partager des anecdotes concrètes. Et pour ça, à chaque fois, à mes côtés, on aura des collaborateurs d'entrepreneurs.com qui seront là. Aujourd'hui, on a Walid, on a Martin. Ce que je vais faire pour démarrer, c'est tout de suite vous présenter. Enfin, vous allez vous présenter, ce sera beaucoup plus simple. Et puis comme ça, on va pouvoir enchaîner. On a plein de questions à poser. Et puis à tour de rôle, certains nous rejoindront, viendront juste ici. Walid, Martin, déjà, merci d'être là, ici sur le Déclic, mais aussi au quotidien chez entrepreneurs.com. Rapidement, est-ce que vous pouvez, messieurs, vous présenter ? Ouais, alors très ravi déjà, très content de pouvoir être avec vous, ravi de pouvoir également voir l'équipe aujourd'hui sur l'ensemble du team building. Moi, c'est Martin, je suis business analyst chez entrepreneurs.com et mon rôle au quotidien, c'est simplement d'aider les entrepreneurs, dirigeants à prendre la meilleure décision pour leur business et puis évidemment pour eux-mêmes. Enchanté également, c'est un plaisir et je suis très honoré d'être avec vous ici. Moi, je suis aussi business analyst comme Martin et avec toujours la même mission en fait, pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs, TPE et PME, à pouvoir structurer leur entreprise et surtout les aider par rapport à leurs différents enjeux business qu'ils peuvent rencontrer à pouvoir scaler leur business. Moi, j'ai rapidement une petite question pour vous qui n'est pas du tout dans les questions ici, mais vous maîtrisez très bien tous les enjeux du business. Pareil pour Anis, je pourrais aussi te poser la question. D'ailleurs, je vais te poser la question. Je vous demande à tous les trois de nous donner une courte réponse par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de rejoindre entrepreneurs.com ? Alors, je démarre peut-être. Moi, ça a été un coup de foudre en réalité avec entrepreneurs.com et j'ai entrepris. J'avais une entreprise il y a un peu plus de 2 ans maintenant et on a fait avec mon associé pas mal d'erreurs sur l'ensemble du business, sur la structuration du business. On a un petit peu commencé à l'envers, je dirais. Et ça a été une époque où on a eu besoin d'entrepreneurs.com. En tout cas, j'avais besoin, moi, en tant que dirigeant, d'entrepreneurs.com. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai connu entrepreneurs.com, que j'ai rejoint les rangs suite à pas mal de candidatures derrière. Et puis, j'ai intégré les équipes parce que c'est un environnement qui est absolument génial, qui est challengeant et qui permet de tirer le meilleur de nous-mêmes. Pour ma part, très simple, déjà, je te suivais depuis très longtemps et donc c'était pour moi une évidence quand l'occasion s'est présentée de pouvoir rejoindre l'écosystème entrepreneurs.com et la mission aussi qui nous porte à tous aujourd'hui. Moi, pour faire très simple, j'ai toujours entrepris, j'ai été dans le domaine de l'immobilier, j'ai restructuré une boîte dans le domaine de l'immobilier, justement qui par la suite à la restructuration, s'est fait racheter. Et donc du coup, suite à tout ça, après aussi avoir travaillé dans des grosses boîtes, dans la partie communication et digitale, et puis en fait, je suis né pour ça. Et donc aujourd'hui, d'être avec vous tous aujourd'hui, c'est un honneur. Anis ? Simplement la mission et la réalité des actions qu'on met pour aller chercher vraiment une mission qu'on annonce haut et fort. Merci. Avant qu'on partage la première question, effectivement, on a donné un peu le contexte. Aujourd'hui, chez entrepreneurs.com, on est plus d'une centaine de personnes. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de recrutements. Là, on est un peu plus de 60 personnes durant 3 jours dans le cadre d'un team building. Derrière la caméra, on a Greg ici, on a Gabriel là, Anne-Lise également, Anne-Claire. Anne-Claire, je pensais… Non, mais à chaque fois, je t'appelle Anne-Lise, je ne sais pas pourquoi. On a Océane juste ici et on a Mehdi qui est là. Mehdi, tu peux retourner la caméra même si tu veux. Mehdi qui est… Non, il veut pas. Mehdi qui est… Ah, tu peux pas celle-là. Mehdi qui est derrière le montage de chaque épisode du Déclic. Mehdi, ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble ? 8 ans.
Magnifique. Et il y en a de nombreux qui sont là depuis de nombreuses années également. Il y en a beaucoup qui viennent d'arriver aussi parce que forte croissance. On va en reparler. Mais avant ça, vous passez vos journées à analyser des centaines d'entreprises dans tous les secteurs. Quand une entreprise n'arrive pas à grandir, c'est quoi le vrai point de blocage le plus souvent, selon vous, que vous identifiez à chaque fois? Alors moi, ce que je peux identifier avec les entrepreneurs avec qui j'échange au quotidien, bon déjà il y a un panel assez large, assez varié en réalité. Je vais pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires mais qui ont quand même un gros besoin de structuration derrière. On a le dirigeant qui est au cœur de l'opérationnel et d'autres business qui vont être un petit peu plus petits en termes de structuration, qui vont être en phase de lancement. Donc les enjeux sont relativement différents, mais en réalité, ils peuvent être assez communs à beaucoup d'entrepreneurs. Moi, ce que je vois en priorité, et je commence systématiquement les appels avec mes dirigeants, en prenant en compte leur vision, leurs objectifs. Parce qu'on sous-estime le pouvoir des objectifs, de la vision, de là où veulent aller les entrepreneurs. Et la première question que je pose, et si jamais je vous ai en appel prochainement, mais ce sera quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec l'entreprise? Et je dirais que 8 cas sur 10, le dirigeant n'a aucune idée de là où il veut aller. Donc c'est déjà un point de départ et c'est là où on vient construire avec Walid sur les appels un petit peu la feuille de route et venir ouvrir les chakras de nos entrepreneurs pour voir où est-ce qu'ils veulent aller. Et ensuite, derrière, on peut construire et déconstruire avec eux. C'est exactement ça. Je fonctionne à peu près de la même manière aussi que Martin sur ce biais-là. Le pattern que je vois très régulièrement, et en fait que ce soit des petites structures comme des grosses structures qui font déjà plusieurs millions, c'est qu'effectivement, il y a un manque de pilotage complet de l'entreprise, peu importe le chiffre d'affaires qu'elle génère. Et surtout, en fait, c'est que l'entreprise est à l'image des croyances, mais aussi des décisions du dirigeant. Et donc, effectivement, à partir de ce constat-là, c'est se dire, est-ce que j'avance à la hauteur de mon entreprise et savoir se remettre aussi en question sur qu'est-ce que je dois améliorer et processer dans mon entreprise pour avancer de la même manière que ma boîte. Et c'est là où des fois, on a des entrepreneurs qui nous disent, le problème, c'est le recrutement ou c'est l'acquisition. Et la réalité, en fait, c'est que quand on vient auditer les business, 99% du temps, en fait, ce n'est pas le réel problème. Le problème, il est ailleurs. Et tant qu'on ne résout pas ce problème en amont, on ne peut pas passer au step suivant. Donc voilà ce que je remarque très régulièrement aujourd'hui sur tous les cas qu'on peut rencontrer au quotidien. Et tu dirais qu'ils arrivent à se livrer assez facilement à toi, déjà au niveau de la confiance, puis ensuite au niveau du raisonnement quand tu les questionnes et que tu creuses avec eux? Oui, en fait, ça s'instaure petit à petit. C'est justement quand on s'intéresse vraiment sincèrement à eux, à leur entreprise, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et petit à petit, justement, en questionnant un peu sur leur business model, comment ils fonctionnent, et qu'on va aller justement mettre les points là où il faut, ça rapporte de la pertinence. Et donc, du coup, on se confie davantage pour qu'ils puissent justement avoir les solutions qui vont lui être proposées derrière. Et souvent, j'imagine que tous les deux, c'est des questions ou des orientations qu'on n'a pas l'habitude de leur donner, de leur poser. Ce n'est pas des endroits où on a l'habitude de les amener. Et donc, comment ils réagissent quand vous leur posez des questions qu'ils ne se sont même jamais posées eux-mêmes? C'est différent en réalité. Ça va dépendre des profils sur lesquels on va travailler, on va échanger. J'ai des profils qui parfois vont être assez surpris de la démarche, qui vont être assez peut-être potentiellement se braquer parce que c'est des discussions qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est des discussions qu'on a un petit peu à cœur ouvert avec les dirigeants. En tout cas, on tend à ça, on tend vraiment à impacter les dirigeants qu'on va accompagner. Donc des fois, il y a de la surprise, des fois, il y a un petit peu de tension, ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, je dirais que c'est des échanges qui sont là aussi pour leur ouvrir un petit peu l'esprit, un petit peu les chakras, comme je dirais, pour leur business, parce que comme disait Walid, le principal goulot d'étranglement, finalement, si on dézoome un petit peu tout ça, c'est le dirigeant derrière et c'est la personne qu'on a en face de nous. Clairement, et surtout, c'est d'arriver à être lucide face à sa situation. Et souvent, on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive plus forcément à être très conscient des choses. Et c'est dans le cadre de ces appels qu'on arrive à prendre enfin de la hauteur. Parce que même 1 heure ou 2 ou 3, et parfois je sais que vous avez échangé plusieurs heures avec certains entrepreneurs dans le cadre de ces appels au préalable d'un accompagnement ou même juste d'une prise de conscience pour avancer différemment, qui leur permet justement de voir les choses d'une façon complètement différente. Un autre point, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et toi aussi tu l'as vu, parce que Anis, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais tu as aussi créé de nombreuses boîtes, en as vendu certaines, etc. Souvent l'entrepreneur, il pense que la solution réside dans le fait de faire le plus de chiffre d'affaires. Donc, quand je ferai plus, ça ira mieux. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment la solution? Vaste sujet. Et en réalité, la réponse est déjà dans la question. Souvent, on vient me voir, je dirais assez régulièrement, on vient me voir en me disant Martin, moi j'ai un enjeu de recrutement. Il faut que je recrute parce que là j'ai des chantiers qui vont arriver, parce que j'ai signé des deals et il va falloir livrer.
En réalité, peut-être, mais c'est d'abord une fausse barbe parce qu'il faut déjà voir avant la structuration des différents pôles et voir si, par exemple, on a une offre qui est suffisamment solide pour la suite. Ouais. Est-ce qu'on a une acquisition qui est prédictible? Parce que tu vas potentiellement recruter des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, mais est-ce que derrière, sur les chantiers, par exemple, si on est dans le BTP, est-ce que les chantiers derrière vont continuer à arriver? Ou alors tu vas juste recruter, tu vas juste mettre un petit peu, tu sais, comme si tu mettais un bout de scotch Ouais. là-dessus, et après, derrière, dès que le livrable est fait, dès que tes chantiers ont été réalisés, les mecs sont toujours là. Les collaborateurs sont toujours là. Donc, est-ce que les chantiers vont arriver? Est-ce que tu sais exactement où et quand viendra ton prochain chantier? Si tu ne sais pas déjà répondre à cette question-là, on ne peut pas parler de recrutement. Il y a un sujet, ouais. Pas encore, en tout cas. Bien sûr, souvent, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de se dire je dois d'abord faire évoluer ma boîte avant de pouvoir poser certaines actions ou de prendre certaines décisions. Mais comme on n'a pas vraiment d'influence sur la croissance directe de l'entreprise ou le développement du chiffre d'affaires de façon certaine, autant se concentrer sur les actions qu'on maîtrise réellement, même si ça fait peur. Si c'est une action de recrutement qui va générer de la croissance, l'optimiser et la faire le plus vite possible. Si c'est des actions d'investissement, de stratégie, de structuration, mais c'est vraiment se dire je n'attends pas quelque chose que je ne contrôle pas en outcome final, mais je me concentre vraiment sur les actions qui sont pleinement dans mon champ de contrôle. Une question que j'aime poser aux dirigeants, et je l'ai posée récemment à un dirigeant de BTP qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une grosse boîte qui est bien implantée, familiale depuis plus de 20 ans. Je lui ai posé la question, c'est quand la dernière fois que tu as décidé de faire de la croissance? En réalité, cette personne-là n'avait jamais décidé de faire de la croissance. C'est de la croissance et des chantiers qui sont venus vers lui. Il ne l'a jamais décidé. Donc en fait, il a structuré son entreprise, il a structuré son activité au fil de l'eau, au fur et à mesure. Elle a subi Exactement. ce qui s'est produit. Ouais, Exactement. subi, c'est vraiment ça, hein, finalement. Quand tu l'expliques ici, tu ne sais pas l'expliquer, mais il y a des chantiers, donc tu te structures, tu mets en place des choses, tu réponds présent, quoi. C'est important parce qu'en fait, ils grossissent assez vite pour certains, parce que justement, ils ont un domaine de compétences, ils sont tout seuls, puis ensuite, ils recrutent parce qu'ils pensent que le recrutement, c'est ce qui va leur permettre de prendre plus de chantiers, plus de dossiers. Et à un moment donné, on arrive à un stade où en fait, les compétences, là, on doit mettre une casquette vraiment d'entrepreneur et de diriger sa boîte à ce niveau-là. Et là, c'est là où en fait, majoritairement, ce qu'on dit, c'est que c'est pas parce que tu es bon dans ton domaine que tu vas forcément être un bon entrepreneur. Ouais. Et il faut justement monter en compétence à ce niveau-là. Forcément, c'est la base, en tout cas, si on veut perdurer dans le domaine. J'ai eu le cas récemment aussi avec un entrepreneur qui faisait plus d'1 million de chiffre d'affaires, qui avait commencé tout seul, sans forcément trop de charges, qui est vite monté à plus d'1 million, 1,7 million, qui est redescendu, etc. Et moi, la question que je pose, c'est quand la dernière fois que tu as pris un moment pour toi et que tu t'es posé pour réfléchir sur ton business? Et là, il y avait sa conjointe, c'est en fait jamais. Parce que même à la maison, il répond qu'au téléphone. Ok. Et la question que j'aime me poser aussi, c'est ok, sur tout le chiffre d'affaires que tu génères aujourd'hui, est-ce que la totalité vient de toi? Donc c'est la forme de dépendance en fait du chiffre d'affaires par rapport au dirigeant. Très souvent, beaucoup de chiffre d'affaires vient du dirigeant, justement. Hein. Encore plus dans le BTP. Vous avez pris des exemples. Tu as pris un exemple dans le BTP, c'est réel. Dans beaucoup de domaines aussi. J'ai adoré un point que tu as évoqué également, qui est récurrent, en tout cas chez les entrepreneurs souvent qu'on accompagne, que ce soit des gens qui démarrent, qui se lancent ou des gens qui ont des boîtes à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est la casquette de l'entrepreneur. Souvent, ce qu'ils viennent rechercher chez nous, c'est aussi cette posture, c'est cette capacité à réellement devenir entrepreneur. Ils pensaient l'être, en tout cas dans le statut, dans les responsabilités, dans le fait de payer ses taxes, l'URSSAF, toutes les choses qui vont pas, etc. Mais la réalité, c'est que dans l'action, ils le subissaient, ce statut, alors qu'on leur apprend justement à le vivre et à l'apprécier au quotidien avec tous les avantages qui en découlent. Un vrai entrepreneur, il peut sortir de l'opérationnel, il maîtrise sa croissance, il a de la visibilité, il décide les choses, il ne les subit plus. Et souvent, les gens qu'on a au bout du fil, ou même certains du coup, naturellement, qui nous écoutent, ils mettent en place plein de choses, énormément. Ils travaillent beaucoup, on ne peut pas leur retirer, même trop, très souvent. Et pour autant, ils estiment, et à juste titre, qu'ils n'ont pas les résultats à la hauteur des efforts qu'ils fournissent sur le terrain. Comment on l'explique ça que typiquement, quelqu'un qui nous écoute, là, bosse jour et nuit, mais il sent qu'il n'y a pas les résultats à la hauteur de ses efforts. C'est frustrant. Moi, je l'ai déjà vécu, beaucoup l'ont déjà vécu, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez vu des dizaines, des centaines de fois. Comment on l'explique? D'abord, je pense que c'est une question de... Je dis souvent qu'il n'y a pas de problème de business, il n'y a que des problèmes d'humain à humain. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais en réalité, c'est une question de posture, c'est une question d'humain derrière.
et de la personne dont elle a... Bon, déjà, c'est important pour nous de comprendre comment elle a construit son business, comment elle est venue ici, qu'est-ce qui la drive au quotidien. Et in fine, quand on vient creuser ce sujet-là, bon, on se rend compte très vite que c'est des personnes qui sont passionnées par leur travail, réellement. C'est des vrais passionnés. Ils ont un champ de compétences qui est incroyable. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont... Personne n'est né entrepreneur, on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça... Il n'y a pas de formation ou autre pour devenir entrepreneur, ça s'apprend au fil de l'eau. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont passionnées, qui ont de la croissance qui arrive vers eux, qui n'est pas forcément contrôlée, maîtrisée. Il n'y a aucun pilotage derrière, il y a très peu de chiffres, il y a très peu de data. Donc ce qui fait qu'ils sont sur leur business, enfin, en tout cas ils travaillent pour leur business et pas sur leur business. Donc il y a une prise de recul, une prise de hauteur qui se fait... qui est plutôt difficile aujourd'hui pour nos entrepreneurs, en tout cas les personnes qui arrivent chez nous. Et il y a une question que je pose souvent, Alec, à nos entrepreneurs, c'est que je leur dis, OK, partage-moi ton écran et montre-moi ton agenda. Bon, déjà, cette question-là, bon, pourquoi ils me demandent ça? C'est bizarre. Et donc souvent, je sais, l'agenda est plein. Il est plein du matin au soir. Je lui dis, OK, maintenant montre-moi les slots où tu es entrepreneur. Montre-moi les slots où ce que tu fais là, au quotidien, ça rapporte le plus de valeur à la boîte, selon toi. À quel moment dans ton agenda, tu prends de la hauteur sur ton business et tu es un entrepreneur? Quasiment jamais. Jamais. C'est intéressant parce que pour rebondir sur ça, il y a eu un cas que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, où justement un dirigeant gérait l'entièreté de sa boîte avec des salariés, donc forcément des charges et beaucoup plus de responsabilités. Dans quel domaine? C'était dans le domaine du BTP également, mais sur un domaine bien plus précis d'ingénierie, exactement. Et très intéressant, je lui dis, OK, bon, dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à combien en fait tu estimes que ta boîte dépend de toi? C'était 9 sur 10. Ah ouais. Donc là, c'est comprendre. Qu'est-ce qui fait que justement ta boîte aujourd'hui, avec autant de salariés, avec plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, comment c'est possible que ça soit encore le cas? Et la réalité, en fait, c'est que on est souvent, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les dirigeants bossent dans leur entreprise et non sur leur entreprise. Donc, compliqué de prendre des décisions stratégiques, réfléchies et piloter la boîte. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, juste dis-moi sur toute une semaine de travail, combien de temps tu bosses, combien d'heures tu bosses. Et là, réellement, en fait, c'est que c'était les dirigeants qui bossaient énormément, effectivement. Mais quand on compare, en fait, entre ce qu'ils se versent, le temps qu'ils passent dans leur entreprise avec les charges que ça comprend derrière, il y a un taux horaire qui n'est pas forcément corrélé avec la réelle valeur de ce qu'ils apportent. Ouais. Et quand on vient, en fait, leur apporter cette logique et ce niveau de conscience de ce que réellement ils doivent apporter par rapport à la valeur de la boîte, c'est qu'en fait, là, j'en ai eu un, c'était dans les 300 € de l'heure, alors qu'en réalité, en chiffrant son business, il était au moins à 1 000, 1 200 € en fait, de l'heure. Ouais. Donc chaque tâche qui passait, Un vrai sur des décalage. tâches à faible valeur ajoutée, il perdait de l'argent. Ouais. Rien que ça. Et ça, c'est des éléments en fait déclencheurs pour beaucoup de personnes, parce qu'ils ne le maîtrisent pas, ils ne le savent même pas pour certains. Là, déjà, ce qu'on peut résumer un petit peu, c'est que là, du coup, quand vous avez les entrepreneurs au bout du fil, ensuite, avant qu'ils commencent à être accompagnés, qu'ils rentrent dans les programmes, vous les amenez à prendre conscience de cette réalité-là. Et dans le parcours, dans le programme, parmi les premiers éléments qu'on met en place, c'est on t'oblige quasiment en tant que dirigeant à mettre un slot dédié à ta réflexion régulier, 1 heure, 2 heures, même des fois une demi-journée, parce que ça t'évite d'avoir de la pensée sauvage où tu penses en fait toute la journée, même des fois avant de dormir, tu n'arrives pas à t'endormir en tant que dirigeant parce que tu as la roue de hamster comme ça où tu n'arrêtes pas, tu subis tes pensées. Et le premier truc, c'est vraiment, OK, on alloue un temps dédié à la réflexion. Et un des éléments aussi avec lequel on commence, et ça rejoint ce que vous leur faites prendre conscience, c'est on commence par l'objectif. On ne commence pas à accompagner quelqu'un si on n'a pas défini un objectif, qu'on n'a pas décomposé, 3 à déconstruit. 4 objectifs à chaque fois. Il y a le gros objectif ou la vision globale de où est-ce qu'il veut aller avec nous. Et après, on vient décomposer parce que forcément, il y a un objectif financier, un objectif de structuration, un objectif parfois de vie personnelle aussi. Bien sûr. Parce que le dirigeant, avec tous les efforts qu'il fait, tous les sacrifices, tous les risques, toutes les responsabilités, il s'oublie un petit peu dans cette aventure entrepreneuriale où en fait, il ne pense plus à lui. Mais in fine, le pourquoi il a commencé l'entreprise, c'est pour être plus libre. Puis 5 ans après, il est tout sauf libre dans sa boîte, il est emprisonné. Tu vois. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, et on s'en rend compte aussi quand on débriefe dans des moments comme ça, on sauve vraiment des personnes d'une situation où ils avaient des œillères et ils étaient dans un couloir et puis ils sprintaient complètement. Et ce qu'on vient valider avec Walid également sur ces appels-là, c'est évidemment l'aspect business, mais c'est également l'aspect humain. C'est l'aspect coachabilité. C'est est-ce que la personne en face de nous
elle est prête à faire des actions différentes? Est-ce qu'elle est prête à faire des choses différentes de ce qu'elle fait au quotidien? Bien sûr. Parce que tous les jours, on refuse des personnes avec Walid, en réalité. Parce qu'on ne sent pas la personne prête à actionner ça, même si on fait de notre mieux pour essayer de lui faire comprendre. Mais il y a des fois, juste, il y a une barrière, la barrière est peut-être trop haute pour la personne. Dans ces cas-là, on préfère lui envoyer de la ressource et on continue à lui apporter de la valeur parce que c'est des personnes qu'on continue à suivre. Mais l'aspect humain est aussi important, en tout cas la préparation à la transformation, le changement entre guillemets d'identité, de posture doit être différent. Il doit être au moins accepté d'être différent. Très bon point, très bon point. Et je rebondis aussi sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Finalement, prendre conscience de ce que tu as évoqué par rapport à son temps de travail et la valeur de son temps, c'est accepter et conscientiser que ne pas déléguer nous fait perdre de l'argent. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, à un moment donné, se disent « Non, mais déléguer, ça coûte cher, je vais perdre de l'argent. » Non, tu ne vas pas perdre de l'argent, tu ne vas même pas perdre en marge. Au contraire, tu vas pouvoir en faire plus si tu délègues les bonnes choses au bon moment, aux bonnes personnes et de la bonne façon. J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Typiquement, un entrepreneur là qui nous écoute, quel conseil on pourrait lui partager pour identifier des signaux concrets qui font qu'aujourd'hui, sa boîte, sa croissance, sa structure, elle est grippée et que même s'il travaille plus, ça ne va pas forcément lui permettre d'aller plus loin et qu'il y a un moment où il doit changer quelque chose dans la machine? Pour ma part, ce que je dirais, c'est qu'un business, dans tous les cas, il y a trois grosses étapes. C'est que l'entreprise, enfin le domaine, le pôle aussi, chaque pôle, parce qu'en fait, dans une entreprise, il y a plusieurs pôles. Ça doit, de une, exister, ça doit être structuré, et ensuite, ça doit être piloté. Et c'est seulement en passant ces phases-là qu'on arrive à réellement en fait, travailler davantage sur son entreprise et non dans son entreprise. Et ce que je dis là, c'est-à-dire exister, structurer et piloter, c'est non seulement dans chaque pôle, en fait, c'est pas genre dans l'entreprise en elle-même, c'est chaque pôle doit être géré de cette manière-là. Et je vois beaucoup trop de dirigeants où ils sont dans la phase 1 opérationnelle, ce sont qu'ils débutent, parce qu'il y a 3 phases pour moi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est la phase 1, on se débute, on commence, etc. Dans la partie opérationnelle, on fait tout. La phase 2, c'est on pilote l'opérationnel. Et je vois beaucoup trop de dirigeants qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils pensent en fait qu'ils ont avancé parce qu'ils ont des collaborateurs, mais en réalité, ils ne la pilotent pas. Donc quand on ne pilote pas, on est aussi dans les urgences. Et donc en fait, on est dans l'opérationnel et on pense piloter, mais réellement, on ne pilote pas. Et la troisième phase, en fait, aussi, c'est quand on pilote des personnes qui pilotent l'opérationnel, ni plus ni moins. Complètement, complètement. Et je rejoins ce que dit Walid, sur ces pôles-là, c'est important. Avant de passer au prochain pôle, il faut que les pôles soient ouverts. Si nous, ce qu'on vient détecter avec Walid et avec toute l'équipe, c'est que ces pôles-là soient créés, structurés, pilotés. S'ils ne sont pas ouverts, on revient au précédent. Les 3 premiers pôles, c'est les pôles où on va vraiment s'attacher à venir diagnostiquer avec Walid. C'est déjà l'offre, le positionnement. Quel est ton avatar? Quelle est ta proposition de valeur unique? Qu'est-ce qui fait que je vais te choisir toi parmi les 9 autres boîtes qui font la même chose que toi? Le prix, la délivrabilité. Ça, c'est ton offre. Et régulièrement, même sur des grosses boîtes aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des personnes qui, déjà, ce pôle-là n'est ni créé, ni structuré, ni piloté. On parle d'une offre et on parle même de boîtes qui font plusieurs millions. L'exemple date d'hier. J'étais avec une entrepreneuse suisse. Qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, qui est relativement bien structurée, le business tourne. Et je lui pose une question simple. Son domaine, elle fait business de la voix. Ouais, en réalité, elle fait business de la voix, c'est-à-dire qu'elle va prêter sa voix pour faire des podcasts, de la publicité pour les entreprises, pour des témoignages dans les familles, etc. Donc vraiment super business, super offre. Du coup, je lui pose la question, je lui dis, c'est qui ton client? C'est qui ton persona type? Elle me dit, c'est ci, c'est X, c'est Y, c'est Z. Je dis, bon, ok. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de me dire pourquoi je vais te choisir toi? Parce que j'ai tant d'expérience, j'ai tant... Ça, c'est des caractéristiques. Pourquoi je vais te choisir toi, spécifiquement? Et ce pôle-là est rarement créé, est rarement structuré. Et je leur dis souvent, si tu ne sais pas écrire une copie double sur ton persona idéal, tu n'as pas de persona idéal. Tu n'as pas de client type. Si tu ne peux pas écrire une copie double entière sur ce persona-là. Et c'est ce qui va venir déclencher tout le reste de la chaîne. L'acquisition, la conversion, la structuration derrière, parce qu'on oublie, la vérité sort de la bouche de nos clients. Et un conseil que je pourrais donner à nos entrepreneurs, c'est parler à vos clients au quotidien, tous les jours. Si tu ne parles pas à tes clients tous les jours, tu vas oublier quelque chose d'important pour la boîte. Complètement. Martin, Walid, c'était un plaisir de vous avoir ici avec nous sur le Déclic. Merci. Avant que vous nous quittiez, j'ai un petit élément supplémentaire à partager.
pas pour vous ici, mais pour vous ici qui nous écoutez, qui nous regardez et qui êtes fidèles au rendez-vous du déclic à chaque fois, avec mon ami Anis. On peut le dire maintenant après près de 10 ans ou plus de 10 ans. Plus de 10 ans, non? Faut compter. Faut compter. Mais voilà, on vous a prévu quelque chose d'assez exceptionnel le 23, 24 et 25 juin prochain. Un atelier dédié avec l'équipe entrepreneurs.com où on vous explique concrètement et exactement ce que l'on met en place au quotidien dans les entreprises comme vous, chez vous. Et surtout, on va creuser dans certains éléments, on va partager des plans d'action concrets. Un mot sur cet atelier rapidement? Que finalement, lorsque vous imaginez tout ce qui vous manque au niveau business, au niveau marketing, au niveau stratégie, au niveau secret, des choses que vous ne sauriez pas et qu'on ne vous a jamais révélées, le fondamental de ce qu'on vous a jamais révélé, c'est que les bases, c'est la rentabilité, c'est le profit, c'est les chiffres et c'est des choses qui sont hyper simples et hyper applicables, tout simplement. Magnifique. Ça a lieu le 23, 24 et 25 juin prochain. On sera en live, Anis et moi, mais pas que. Vous allez adorer. Le lien, il est dans la description. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est complètement gratuit et accessible à toutes et tous. On va passer à la suite de cet épisode et on va accueillir d'autres invités. Bonjour Delphine. Bonjour Anis. Bonjour Clara. Bonjour Anis. Très content de switcher sur cette partie 2. On a une première partie hyper intéressante et je suis sûr que vous nous réservez bien des surprises dans votre partage d'expérience. Je ne vous mets pas la pression, mais Un peu. Un tout petit peu. on est en famille. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse avant de commencer la partie questions, je vous demande un petit peu votre retour d'expérience, retour terrain par rapport aux accompagnements, ce que vous voyez concrètement, c'est de vous présenter chacune et nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez entrepreneurs.com. Moi, je suis Delphine Sixic, je suis business coach chez entrepreneurs.com. Avant ça, j'ai travaillé l'équivalent d'une douzaine d'années au conseil stratégique. J'ai travaillé pour des très grandes marques sur toute la partie développement de l'acquisition payante, sur finalement omnicanal, donc sur l'ensemble des moyens de communication. Et ça, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et depuis 4 ans, j'accompagne les entrepreneurs à faire grandir leur entreprise. Et on est très content de t'avoir et je sais que les entrepreneurs sont très contents que tu les accompagnes également. Merci Anis. Clara Deleuze, donc coach référente depuis plus d'1 an maintenant chez entrepreneurs.com. Aussi bagage très marketing, salarié, annonceur comme agence et puis plus globalement plusieurs entreprises de créer. Ce qui m'a donné aussi la passion de l'entrepreneuriat de manière un peu systémique. Et quand j'ai arrêté ma dernière entreprise, je me suis lancée dans l'accompagnement des fondeurs pour les amener à performer, à scaler. Et voilà, c'est un vrai plaisir de les avoir à mes côtés au quotidien. Je sais également qu'ils sont très chanceux que tu puisses apporter cette vision à 360, au-delà de l'expertise. Et aujourd'hui, je vais commencer par des questions qui ne sont pas dans votre zone de spécialité, à savoir pas du tout marketing. On va être sur des questions spécifiques, vous allez voir. La première, c'est, on entend souvent une croyance chez les entrepreneurs, c'est pour gagner plus, je dois vendre plus. C'est comme un espèce de réflexe qui revient tout le temps. Je dois vendre plus de chiffre d'affaires pour mieux gagner. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est souvent l'erreur la plus coûteuse pour un dirigeant de PME? On peut commencer par toi. Parce que quand tu es dans cette logique-là, tu vois que la partie actif, tout ce qui rentre. Et du coup, tu isoles aussi toute ta partie charge. Et du coup, en oubliant cette partie-là, quelque part, tu te focuses sur l'idée de combien va me rapporter cette vente et tu oublies complètement la systémique qu'il y a autour, c'est-à-dire la durée de vie client. Donc des fois, faire durer un client le plus longtemps possible sans créer plus de charges, finalement tu crées plus de valeur, donc de rentabilité. Il y a des dizaines de systèmes comme ça pour aller chercher la rentabilité et qui sont souvent méconnus et voire sous-estimés. Donc tu dirais que c'est principalement dû à un manque de connaissances, donc c'est-à-dire que le dirigeant ne sait pas ce qu'il ne sait pas et il se concentre uniquement sur… Ce qui se voit le plus rapidement, soit très souvent le chiffre d'affaires qui est le KPI qui suivent majoritairement, alors qu'en final, il y en a tellement d'autres qui peuvent être stratégiques et pertinents à suivre pour justement aller chercher de la rentabilité. Ok, je te remercie. Pas intéressant. Delphine, dans ton expérience en accompagnement les dirigeants de PME, qu'est-ce que tu as pu observer également sur ce réflexe de se dire je dois vendre plus pour gagner plus? Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a un vrai pattern là-dessus, un vrai finalement imaginaire, presque une légende interne que les dirigeants et dirigeantes aiment se raconter aussi quelque part. C'est que finalement, en allant chercher plus de clients, on va faire plus de chiffre d'affaires, alors que dans les chiffres concrètement, ça coûte beaucoup plus cher, je crois 3 fois plus cher même, d'aller chercher un nouveau client que de le fidéliser, que d'aller le travailler en fait directement au corps et de finalement repenser peut-être soit le positionnement, les offres ou directement l'expérience client. Et en fait, tout simplement déjà en se positionnant là-dessus et en analysant en fait avec lucidité, déjà là derrière on trouve du business, on trouve vraiment des vraies clés d'activation et en fait parfois il suffit de changer
Vraiment pas grand-chose. J'ai un exemple très concret à partager sur un cabinet d'expertise comptable. Le dirigeant arrive avec cette volonté justement d'aller chercher, trouver plus de clients et donc il m'explique que voilà, il faut qu'il refonde son site internet, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il arrive presque déjà expert en acquisition. Je dois créer du contenu, je dois être plus visible, ouais, faire du TikTok quasiment. Exactement. Et en fait, en l'écoutant parler, je me rends compte qu'il a développé une expertise métier exceptionnel, c'est-à-dire qu'en tant qu'expert comptable, il a en plus ce côté vraiment très conseil qu'il met aujourd'hui à contribution finalement de plus petites entreprises, des TPE ou carrément même des indépendants solopreneurs. Et finalement, toute cette valeur-là, l'impact il pourrait être beaucoup plus grand en s'adressant à des PME et donc il aurait la légitimité à 1000%. On arrive dans ce contexte-là. Et là, finalement, après 8-9 mois d'accompagnement, on a fait un pivot quasiment intégral puisque du coup, il accompagne désormais quasiment que des grands dirigeants, des grandes PME. Et bien entendu, tout ça, ça s'accompagne d'un repositionnement au niveau de l'identité visuelle de la marque, mais aussi surtout des offres. Et voilà. Et après, bien entendu, tout le chemin derrière du parcours client avec cette expérience client-là qui a été complètement transformée. Là, pour le coup, on peut même parler de changement d'identité du dirigeant, c'est-à-dire qu'il ne se considère plus comme il y a 9 mois. Aujourd'hui, il se considère autrement et c'est ce qui fait qu'il a mis autant de temps aussi avant d'oser, avant d'accepter faire ce move, ce pivot, puisque dès le départ, c'est quelque chose qui a été identifié. Ouais. Et tu as dit un mot intéressant, c'est le mot lucidité. Et ici, concrètement, on est rentré dans le vif du sujet de identifier qu'est-ce qui rapporte le plus et pas forcément juste comment je peux facturer plus. Et en parlant de ça, il y a un sujet qui est important mais que les dirigeants ne regardent pas toujours, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la marge. Ouais. Et par rapport à votre expérience, où est-ce que les points de marge s'effritent sans que le dirigeant s'en rende compte ? Moi, personnellement, je trouve que souvent, le levier le plus sous-estimé, c'est le prix. C'est le prix qu'ils opèrent, en fait. Ils prennent le prix sans considérer la valeur, en fait, qu'ils génèrent chez leurs clients. Quand on repositionne comme ça, souvent on se rend compte qu'effectivement il y a un vecteur de marge très important parce que le calcul c'est souvent je prends mes charges, je fais un point de marge et c'est comme ça que j'établis mon prix. C'est un peu par défaut presque le point de marge qui est établi. Et pas sur la valeur qu'ils sont en train de créer directement chez leurs propres clients. Et ça, moi je trouve que c'est assez sous-estimé et que souvent ça fonctionne très bien. Et si tu veux, j'ai un exemple qui est hyper intéressant. Le type de business et qu'est-ce que tu as fait Louis qui est en Belgique et il a un point physique où en gros il propose un programme d'accompagnement sur de la perte de poids très forte, sur une cible de personnes en obésité. Et donc une valeur perçue, la valeur c'est quand même des changements de destin. Et lui il l'avait pris de manière très pragmatique, c'est-à-dire voilà, j'ai mon exploitation, elle me coûte tant, j'ai des gens qui opèrent avec moi les fonctions des ETP qui me coûtent tant, et je vais mettre un point de marge. Et pas du tout sur la valeur perçue. Quand je dis changement de destin, c'est la qualité de vie sur les 15-20 prochaines années de ces gens-là. Et du coup il n'osait pas en fait changer ce prix. Et du coup, il n'osait pas, mais on a quand même amené à essayer de revoir la valeur. Et donc, on était sur un panier moyen de 400 € initialement, sur des programmes d'accompagnement de 6 mois. Et on a fait un A/B test sur une valeur à 800 €. Et là où il transformait... fois de direct, dès le départ. Exactement, dès le départ, parce que finalement, quand tu mets bout à bout aussi, finalement, le temps qu'il y passait et les équipes, déjà, il y avait mal donne dès le départ dans le calcul. Bien sûr. Et puis après, sur la valeur perçue. Et par rapport au marché aussi, finalement. Et en fait, là où il transformait à 70% sur un panier à 400 €, il s'est mis à transformer à 80% sur un panier à 800 €. Wow. Et en fait, je pense qu'il avait tellement de croyances, il n'osait pas en fait passer ce pas-là. Et voilà, du coup, tu vois, ça c'est de la marge pure et dure, puisque rien n'a vraiment changé. Et en fait, c'est lui-même qui dépréciait la propre valeur perçue. Donc finalement, par rapport à la question de se dire où est-ce qu'on perd des points de marge, où est-ce que l'argent fuit dans l'entreprise, ici pour le coup, c'était même pas des fuites, c'était un robinet fermé, quoi. C'était en fait, on sous-estime la marge qu'on peut faire par rapport à principalement la croyance de la part du dirigeant. Du dirigeant lui-même. Ouais. Donc le dirigeant était son propre goulot d'étranglement de marge, quoi, tout simplement parce qu'il n'osait pas. Exactement. Et ça a mis combien de temps avant qu'il accepte de multiplier son prix par 2 ? Je pense que les convictions chez les entreprises, elles doivent venir aussi par la preuve, parce que c'est des gens de terrain, très souvent, qui deviennent chez les entreprises. Enfin, moi, majoritairement, je vois souvent ça. Et je pense que c'était le fait de se confronter avec son client et de se rendre compte qu'avec ce prix-là, donc c'était vraiment, on a mis un objectif. Tu testes sur 10, et par rapport à ton
ta transformation d'hier, on voit ce que ça donne, et ça sera ta décision de dirigeant d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est ce qu'il a finalement Tu as été plutôt gentil de lui faire un A/B test. Je sais que selon qui il aurait accompagné, ça aurait été, écoute, on teste. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont très pragmatiques et qui ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être bousculés et d'être revus en posture et d'autres. Complètement. Voilà, ça dépend. D'où l'adaptation qu'on fait le sur-mesure au quotidien dans nos métiers. C'est de l'humain. Complètement. Complètement. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et je pense que cet exemple parlera énormément de personnes qui nous regardent. Dans ton expérience, Delphine, lors de tes accompagnements, qu'est-ce que tu as pu observer? Où est-ce que l'argent fuit et érode des points de marge? Alors c'est vrai que quand il y a des équipes, tout de suite on pense à la marge et on pense à la productivité des équipes. Et bien souvent là, il y a des points de marge à aller chercher, mais parfois c'est presque du simple au double. Okay. Je l'ai vu là encore très récemment, une agence immobilière, ils sont 3 associés et il y a un des associés, il fait tout. Il achète même le papier toilette pour l'entreprise. Donc c'est dire en fait à quel point il est redescendu à un niveau, alors sous couvert du syndrome du sauveur, clairement, dont il a commencé à prendre conscience justement dès la première session. En fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de processus pour vraiment venir mesurer la productivité du collaborateur ou de la collaboratrice par projet ou par client. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, déjà, on a une vision très nette de ce sur quoi on peut avancer. Et puis, par rapport à lui, en tant que dirigeant, en tant que co-dirigeant, c'est tout simplement lui redonner aussi sa place, parce que forcément, quand il est co-dirigeant et qu'il a des projets à côté d'externalisation et d'extension de business, il ne peut pas passer son temps à être à la fois sur de la stratégie, de l'opérationnel, du management d'équipe, etc. Donc, je dirais qu'il y a un énorme pilier sur finalement la productivité des collaborateurs et collaboratrices. Et puis derrière, dans toute cette dimension-là du management d'équipe, où clairement, effectivement, à la base, les dirigeants et dirigeantes qu'on accompagne, c'est avant tout des artisans, des gens du terrain qui n'ont pas fait d'école de commerce ou finalement de formation vraiment poussée sur le management d'équipe et la productivité. Et c'est aussi ça qu'on vient apporter et mettre en lumière en tant que coach business. Ouais, 100%. Et on a pu observer récemment des changements complets de paradigme au niveau des outils et des logiciels avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée des nouvelles startups qui développent des SaaS, donc des logiciels, des services qui sont proposés avec des abonnements. Et on a constaté aussi que dans certains métiers, notamment je pense à un agent immobilier en Suisse qui payait une fortune, mais depuis des années, par convention, parce que c'était son premier logiciel de gestion de son agence. Et en fait, en osant simplement regarder ce qui se fait, suite à nos conseils, il s'est dit, écoute, tu vas aller challenger et voir un petit peu ce qui existe aujourd'hui au niveau du benchmark. Et il a trouvé une solution qui coûtait quasiment 10 fois moins cher et qu'il n'osait pas prendre parce qu'il s'est dit, comment j'ai pu payer 10 fois plus toutes ces années par convention et aujourd'hui, je trouve une solution 10 fois moins chère, peut-être qu'elle est moins bien. Et il s'est avéré que lorsqu'il a commencé le onboarding et la formation, c'était une révolution non seulement pour lui, pour ses équipes, pour sa trésorerie et donc aussi pour ses points de marge. Parce que là, on a une économie au niveau des coûts logiciels et au quotidien, mais aussi on a une augmentation de la productivité et de l'amélioration des process quotidiens dans son agence et ça a été vraiment une révolution. Et en fait, ce déclic-là, ça l'a comme encouragé à ouvrir le champ des possibles, de se dire, si ça se trouve, cette erreur ou cette habitude que j'ai eue de rester par convention dans ce fonctionnement-là, je l'applique à d'autres endroits. Et après, c'est l'effet domino et on commence à voir tout ce qu'on peut faire et c'est un vrai changement. Donc, on a parlé de prix dans ton exemple avec la personne qui accompagne des clients dans la perte de poids, dans la perte de poids spectaculaire, presque on pourrait dire. Augmenter ses prix, tout le monde en parle. Tout le monde presque en rêve, en fantasme, mais pas grand monde n'ose réellement le faire. Concrètement, tu as parlé de pragmatisme, comment un entrepreneur peut remonter ses prix sans perdre ses clients, ou bien peut-être par quoi il devrait commencer pour augmenter ses prix? Alors, par quoi il commence déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une analyse de son business, comprendre finalement quel avatar, quelle cible il cible vraiment finalement. Et quand on dit ça, c'est pas finalement toujours ce que lui aimerait attirer. Déjà, on part du concret. Parce que bien souvent, on a des dirigeants qui nous disent « moi, je veux attirer telle cible », alors qu'il y a clairement un business entier déjà sur place qui peut générer vraiment ce qu'on appelle vraiment la vache à lait et qui peut générer ce cash flow et qu'une fois qu'on a refondu et qu'on a bien remis les fondations là, peut nous permettre effectivement d'aller chercher une deuxième cible, une troisième cible. Donc déjà, moi, je dirais il faut faire cet état des lieux concrètement, qui j'attire en tant que marque, en tant qu'entreprise. Une fois qu'on a ça, c'est de se dire comment j'y réponds au mieux.
Et bien souvent, en fait, quand on schématise en marketing, on dit la cible, l'avatar, mais bien entendu que derrière un avatar, il y a des sous-segments, en fait. Il y a un sous-avatar et en fait, sur chacun de ces sous-avatars, finalement, il peut y avoir des offres. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment, quand on analyse vraiment de manière très lucide son offre, aujourd'hui, on répond déjà à 100% à cet avatar-là, avant même d'aller chercher une autre cible, parce que c'est la facilité. On se dit, OK, je vais pivoter, je vais m'adresser à une autre cible, comme ça, je suis sûre, en tout cas, d'élargir mon marché. Moi, je pense que c'est une vraie erreur de commencer comme ça. On se pose vraiment sur l'existant aujourd'hui et on se pose les bonnes questions. Donc, est-ce que j'attire correctement mon avatar? Si la réponse est oui, on se pose la question 2, qui est donc de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à satisfaire 100% de mes clients? Et donc, en fait, on commence déjà aussi par mettre en place un questionnaire de satisfaction. Et ça, à plusieurs moments, en fait, dans le parcours du client, on se pose vraiment les bonnes questions. Et on accepte aussi d'avoir les retours qui sont parfois positifs comme négatifs, mais en tout cas, on vient travailler ce qu'on peut déjà améliorer. Et en quoi ce questionnaire et cette compréhension plus fine du marché nous encourage ou nous faciliterait à augmenter nos prix ou à oser augmenter nos prix? Le fait d'augmenter ses prix, c'est ni plus ni moins qu'augmenter la valeur. Okay. La valeur d'un produit. Quand on dit produit, en marketing, on confond évidemment produit physique et service, évidemment. Donc c'est augmenter la valeur du produit en tant que tel, et donc forcément mécaniquement derrière, c'est la valeur perçue dont on parlait juste avant. J'ai eu l'exemple avec une coach qui aidait des entrepreneurs, des femmes à écrire un livre stratégique justement pour derrière que ça soit un vrai tremplin pour leur entreprise. Et quand elle est arrivée pour la première fois, eh bien, elle avait qu'une seule offre, un seul tarif, et elle plafonnait en fait dans son business. Et en fait, la première chose a été de dire justement qui sont tes avatars, comment on peut en fait accompagner l'écriture de ce livre. On pourrait dire c'est simple, on la coach une fois et la femme va écrire son livre et ça va être super. En vérité, il y a tout un processus d'écriture et puis derrière, il y a tout un processus de médiatisation de ce livre-là. Donc c'est ça qu'on est venu travailler en 3 offres, tout simplement. Et à chaque fois, en fait, on a fait monter la valeur. À chaque étape. À chaque étape, on a rajouté de la valeur, ce qui lui a permis tout simplement de faire un x2 sur son business. Tout simplement. Et donc augmenter ses prix elle était très réticente à l'idée d'augmenter comme ça assez drastiquement ses prix. Donc ce qu'on a fait tout simplement, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, évidemment, donc on fait ce qu'on appelle un A/B testing, enfin on fait un test, en tout cas marché. Et donc ce que je lui ai proposé, c'était de lui dire, sur les 3 prochaines clientes qui arrivent en call, tu essayes de vendre cette offre-là. Trop bien. Elle a fait 100% de transformation. Donc non seulement elle augmente son taux de conversion, elle augmente ses prix, donc sa marge, mais elle augmente son volume client. Donc là, en fait, elle a fait le jackpot à tous les niveaux. Oui, et puis du coup, c'est une coach qui forcément est beaucoup plus stable quand elle fait ses events, quand elle s'adresse à ses prospects. C'est un écosystème en fait derrière dans sa posture aussi de dirigeante, et ce qui lui permet du coup aujourd'hui de se dire ok, je peux le scaler en fait, je peux démultiplier, je peux aller sur d'autres marchés et faire exactement pareil et impacter encore plus de gens. Excellent. Une dernière question pour toutes les deux cette fois-ci. Si un entrepreneur ne devait faire qu'une seule chose cette semaine pour améliorer sa marge, ce serait quoi? Vous avez le droit qu'à une réponse. Moi, franchement, s'il y a une seule chose à faire, là, dès demain, je fais ce qu'on appelle une matrice KISS. Okay. KISS, c'est l'acronyme de Keep, Improve, Start, Stop. Je fais une croix, je prends une feuille, je fais une croix, Keep, Improve, Start, Stop. C'est-à-dire, je me pose et je me dis, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que j'arrête de faire et qu'est-ce que je commence? Je peux faire cet exercice en tant que dirigeante tout seul, et derrière, je peux répliquer aussi avec mon équipe. Et juste, en fait, l'objectif de ça, c'est pas uniquement de faire une rétrospective de son business en 1 heure de temps, vraiment, mais c'est derrière de se dire, ok, c'est quoi les 3 grandes actions, clairement, que je dois faire là, dès demain, dans 1 mois et dans 3 mois, par exemple. Clara? Alors moi, ça va être beaucoup moins fun et beaucoup plus pragmatique, parce que c'est vrai que majoritairement, quand on accompagne des entrepreneurs, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, ils regardent une donnée, c'est combien j'ai dans mon compte en banque à la fin du mois. Et donc, si vraiment il y avait une seule chose à faire, c'est vraiment se faire violence à comprendre ces chiffres et à analyser ces chiffres et à prendre ce temps de recul sur déjà l'ensemble de ce qui se passe dans ces caisses, où ça part, où ça rentre le mieux. Déjà, ne serait-ce que ça, prendre ce pas de hauteur et se dire, ok, je vais me faire violence.
Les chiffres, c'est pas un gros mot et ça me met en maîtrise et en contrôle. À partir de là, il peut y avoir 10 solutions, mais c'est quand même la base de tout. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne peux pas mesurer. Donc, regardez vos chiffres, Ok, donc simplement, analysez vos chiffres. analyser, mettre le nez dedans, et il y a forcément des évidences qui vont émerger, et on s'occupe de ces évidences-là dans l'an. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci C'était à vraiment toi, un Anis. plaisir Vraiment. de vous avoir sur ce podcast. On a beaucoup de chance de vous avoir dans l'équipe et je sais que nos clients Merci. sont très très heureux aussi de pouvoir être accompagnés par vous. Je vous dis à une prochaine fois et ce fait un vrai plaisir. Pareil, Alice. Merci. Madame, messieurs, bienvenue dans cet épisode du Déclic. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je sais que c'est une première pour vous, c'est aussi une première pour moi en tant qu'animateur. Et on va aborder une partie extrêmement intéressante et qui est même excitante pour nos viewers, c'est l'acquisition. Comment faire de l'acquisition sans être esclave finalement de son business. Mais avant de démarrer, j'aimerais qu'on puisse vous présenter pour nos auditeurs, nos viewers qui ne vous connaissent pas encore. Élodie, est-ce que tu peux te présenter? Yes, alors moi c'est Élodie, je suis coach référente chez entrepreneurs.com et je dirais que ma spécificité c'est vraiment d'accompagner donc des leaders visionnaires à créer des modèles d'affaires sur mesure, des modèles qui soient vivants, qui respirent et de ramener en fait l'humain au centre et au cœur de tout. Parce que le truc c'est que durant les dernières années, ce que je me suis aperçue majoritairement, c'est qu'il y a beaucoup en fait de dirigeants qui ont pris par subordination et par injonction des méthodes, des stratégies, etc. Et au final, les dirigeants se sont majoritairement perdus là-dedans. C'était rendu toxique pour eux. Donc l'idée, c'est comment on peut créer des écosystèmes qui respectent en fait les piliers d'une business tout en étant cohérents et congruents avec eux. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Cédric Sauvy, j'ai à peu près 20 ans d'expérience en entrepreneuriat, 10 ans à peu près dans l'e-business, c'est comme ça que je me suis formé, que j'ai appris le marketing, et 10 ans dans l'accompagnement, et maintenant je suis business coach référent chez Entrepreneur avec grand plaisir. Et ma spécialité, c'est tout ce qui est alignement entre qui on est et ce qu'on fait, donc remettre du sens dans qui on est, et puis détermination de la vision de ses objectifs, mais que ça soit vraiment parfaitement aligné avec qui on est, la valeur principale, sa zone de génie, pour pouvoir délivrer un maximum de valeur. Merci beaucoup et ça démontre à quel point, encore une fois, que l'état d'esprit, la connaissance de soi a un énorme impact sur le développement du business, de l'activité, du management, etc. Et que ce n'est pas toujours de la technique. Et enfin, nous sommes en compagnie de Raphaël, Monsieur Raphaël. Donc enchanté, Raphaël Dallot. Je m'occupe d'une partie de l'acquisition chez entrepreneurs.com. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais du marketing. Et aujourd'hui, je vais peut-être vous révéler des secrets qu'on utilise chez entrepreneurs.com pour acquérir le plus de clients possible en dépensant le moins possible. Donc, on rejoint le sujet de la rentabilité. 100%. 100%. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir, encore une fois. Et puis, j'ai hâte de commencer à vous poser des questions qui ne sont pas hyper simples, mais je sais qu'avec votre expérience, votre expertise, vous allez ramener un angle intéressant, différent et peut-être même innovant. Et attention, tu t'es mis la pression tout seul, tu as intérêt d'assurer maintenant. Je vais faire de mon mieux. Alors, j'ai une première question. Beaucoup d'entrepreneurs sont leur propre modèle commercial. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le business et ça a été eux les apporteurs d'affaires. Le réseau, les premiers phoning, la première prospection, les premières stratégies commerciales. Mais c'est en quelque sorte un piège parce que finalement, l'acquisition, jusqu'à aujourd'hui, ça dépend complètement d'eux. Généralement, ils se disent « mais c'est génial, je suis le meilleur commercial de la boîte ». Mais en quoi c'est un piège si toute l'acquisition et tout le développement commercial dépend du dirigeant? En quoi c'est un plafond? Moi, c'est vrai que j'aime bien, quand j'accompagne un entrepreneur, l'aider à prendre conscience qu'il est le propre goulet d'étranglement de sa propre structure et que, alors que c'est vu parfois comme une force, qu'on soit une force commerciale, mais parfois c'est le point de passage et finalement c'est la faiblesse de l'organisation quand ça dépend d'une seule personne. Donc déjà, la première étape, c'est de faire un audit de son temps, de ses capacités et de se faire rendre compte qu'il est le propre piège, propre faiblesse de sa structure. Première étape. Ouais, 100%. Et Élodie, parfois, tu sais, dans la partie mindset et état d'esprit, ils sont fiers, d'une part, de se dire tout le business repose sur moi au niveau de l'acquisition, mais ils sont aussi pas assez lucides sur la croyance que les clients signent chez ces entreprises-là parce qu'ils signent pour le dirigeant. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer sur le terrain qui représente un vrai plafond de verre? Déjà, le premier truc, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup de ceux qui arrivent avec cette notion, ok, tu sais, hello, je manque de visibilité, je manque d'attraction, etc. Et le vrai truc, c'est qu'ils flashent dans le noir, c'est qu'effectivement, ils sont eux-mêmes, c'est le système. Maintenant, le truc, c'est qu'avant de partir dans de la stratégie,
pour moi, et peu importe où ils sont rendus, c'est sur la ligne du temps. Alors oui, il y a la notion identitaire en termes de blocage, mais il y a aussi, à quelque part ce manque de skills et de compétences. Tu as un exemple concret à nous donner sur le manque de skills et de compétences et cette croyance? Un exemple d'un dirigeant comme ça que tu as à l'esprit, qui a vécu ce que tu es en train d'expliquer? Oui. Le premier truc, c'est que je vais identifier, peu importe où ils sont rendus sur la ligne du temps, c'est ce côté que déjà, si tu n'as pas de fondation solide, si ton entreprise n'est pas suffisamment enracinée, tu ne peux pas maîtriser l'art de l'expansion. Donc, qu'est-ce que j'entends déjà par fondation? En tout cas, les personnes qui viennent à moi, c'est beaucoup ce côté, le positionnement n'est pas clair, c'est quelque chose qui est extrêmement flou, et on sent qu'il y a ce manque, en fait, cette difficulté de ça trancher, à assumer. Donc ça, c'est le premier truc. Après, en termes de skills et de compétences, ce que je vois majoritairement, c'est qu'ils se sont tellement appropriés des modèles, des stratégies, des tactiques et des techniques qui ne sont pas eux, c'est de revenir par cette déconstruction. Et ça peut paraître assez dingue, mais les gens avec qui je travaille, majoritairement, si je dois décortiquer la ligne de transformation, ils vivent tous cette grande déconstruction, cette espèce de chaos qui amplifie le flou. Et c'est justement parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait qui n'est pas, qu'à partir de quand tu arrives ici et que tu fais des face-à-face avec toi-même, c'est là que tu vas t'autoriser de créer quelque chose qui est vraiment sur mesure à toi. Donc après, majoritairement, pour répondre à ta question, dans le manque de skills et de compétences, moi, ce que je vois, c'est plus en lien avec la partie de marketing. Moi, c'est plus ça, tu vois, et notamment en lien avec le positionnement sur de la stratégie déjà organique. Il y a déjà des failles ici à les combler, avant, après, de s'en aller vers d'autres aspects. Est-ce que tu vois, toi qui accompagne pas mal de clients, est-ce que tu vois aussi qu'ils ont cette croyance que eux seuls peuvent faire leur marketing, peuvent faire leur acquisition, parce qu'ils peuvent penser que ce sont les meilleures personnes pour le faire, alors que peut-être qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas? Je pense que la plupart, si je devais sonder un petit peu ça, la majeure partie des gens ont envie de déléguer à cette partie-là. Simplement que j'en reviens à ces histoires de fondation, il y a toujours cette actualisation de positionnement et cette capacité à mettre aussi leur différenciation de l'avant. Ça, c'est vraiment un véritable challenge dans ce que je vois. Et ensuite, j'estime que, surtout sur la partie marketing, parce que ça reste ta voix aussi que tu partages, tant que tu n'as pas réussi vraiment à pénétrer ton marché et à avoir de la prévisibilité dans les chiffres, je ne crois pas en la délégation. Tu vois. J'estime que la délégation, c'est un des incontournables, mais attention à ne pas le faire aussi trop tôt, parce que sinon tu vas amplifier ce flou et ce chaos. Donc ça demande quand même une certaine maîtrise selon moi. Okay. Mais la majeure partie des gens, oui, pour répondre à ta question, souhaitent effectivement déléguer ça, mais je trouve que c'est quand même trop tôt dans l'ensemble des personnes que j'accompagne. Et puis beaucoup de dirigeants, notamment dans des métiers, dans des business physiques ou des métiers plus traditionnels, ont une croyance que le marketing et que l'acquisition, c'est mystérieux et donc ils n'y comprennent rien et qu'ils doivent passer par des experts comme s'il y avait des recettes miracles. Alors oui, il y a des stratégies et justement, on va en partager quelques-unes. Et c'est ce qui m'amène à une question pour toi, Raphaël. C'est quoi la différence entre avoir des clients et avoir un système d'acquisition? La différence entre vraiment avoir des clients et avoir un système qui te rapporte des clients, c'est que aujourd'hui, si je te pose la question, voilà, le mois prochain, combien de clients est-ce que tu vas acquérir ce mois-ci, tu vas pouvoir me donner une réponse ou non. Et ça, c'est vraiment la différence entre avoir un système et ne pas avoir de système. La prédictibilité. Exactement. Et il y a tout un tas de manières de le faire. On sait que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui reposent sur le bouche à oreille. Donc ça rapporte des clients, c'est très bien. C'est des gens qui sont souvent qui proviennent de gens qui sont contents. Donc effectivement, ça fait des bons clients. Mais c'est pas forcément prévisible. On sait qu'on a certains de nos clients qui font de la prospection, qui font, j'en ai même entendu, qui font des passages radio, des prospectus. Tout ça, c'est très bien, c'est de beaux efforts. Cependant, eh bien, en fait, ces efforts-là ne permettent pas de répondre à cette question « Combien de clients est-ce que je vais acquérir le mois prochain, l'année prochaine, etc. » Si je comprends bien ce que tu nous partages, Raphaël, la différence entre avoir des clients et un système d'acquisition, c'est que quand on génère des clients de façon basique, c'est qu'on mène des actions isolées, comme du phoning, des passages radio, des flyers, etc., qui génèrent des clients, mais un peu au petit bonheur la chance. Et le système d'acquisition, c'est avoir une suite de process, d'actions qu'on peut mesurer à chaque endroit
qui, in fine, nous permettent soit de prédire combien de clients on va avoir à la fin du mois, ou soit de définir un objectif mensuel et ensuite de se dire combien d'efforts je dois mettre à chaque endroit pour obtenir ce résultat-là de client. Exactement. Et du coup, au final, tu as une croissance qui est mathématique. C'est aussi applicable à tous les secteurs d'activité. Et surtout, je dirais même que c'est une phase qui est super importante, je dirais, pour même la psychologie du fondateur, dans le sens où ça apporte une vraie sérénité. On n'est plus dans le stress constant de savoir est-ce que je vais pouvoir recruter ce mois-ci? Est-ce que je vais pouvoir déléguer correctement? Est-ce que je vais pouvoir Payer mes collaborateurs, Exactement. payer mes fournisseurs. Tout ça, en fait, est réglé par le fait d'avoir un système mis en place qui te rapporte des clients de manière prédictive. C'est la prédictibilité grâce au système d'acquisition, c'est la sérénité quasi assurée, en tout cas sur la trésor, sur le cash. Exactement. Magnifique. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est très précieux et ça aura tendance à démystifier beaucoup de choses par rapport à ce que les entrepreneurs peuvent penser. La question suivante, elle est pour toi, Cédric. Pour un entrepreneur qui ramène 80% de son business à la mano, au bouche à oreille, aux recommandations, au BNI, au réseau, au networking, etc. Par où doit-il commencer pour sortir du centre de gravité sans que ses ventes ne s'effondrent? Bonne question. Effectivement, déjà, la première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre conscience que le dirigeant est le goulet. Et si, par exemple, il prend ne serait-ce que 15 jours de vacances, de congé, si la réponse est « je fais 0 vente pendant cette période-là », c'est qu'il n'a pas de système d'acquisition. Okay. Donc, première étape pour moi, c'est déjà parfaitement redéconstruire finalement tout. Et ce que disait Élodie, c'est redéfinir l'avatar, redéconstruire en silo toute l'entreprise pour reconstruire des bases solides, des fondations sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Première étape, c'est redéfinir parfaitement qui est mon avatar, quel est son besoin, son problème, pour identifier où sont ses points de contact. Où c'est qu'il est. Est-ce qu'il est sur des groupes Facebook? Est-ce qu'il est sur... je dis un exemple, si ton avatar c'est une mamie de 80 ans, il faut peut-être faire des annonces journaux, enfin voilà, pour essayer de la trouver. Donc ensuite, c'est de déterminer où c'est que ton avatar est présent. Ensuite, c'est d'être visible, de mettre en place des actions de visibilité sur ces lieux. Ensuite, c'est d'essayer de tester en mode exploratoire toutes les sources d'acquisition possibles pour identifier celles qui sont le plus rentables, vraiment en mode test and learn, en disant je n'ai pas d'a priori, j'explore des pistes, je ne pense pas spontanément à une solution, je teste des solutions pour trouver quel est le moyen d'acquisition le plus rentable pour moi. Ensuite, l'idée c'est évaluer toutes les datas et de se concentrer sur les 2-3 sources d'acquisition, sur les 10 éventuellement, qui sont le plus rentables et y consacrer du temps et de l'argent. Et de couper les autres sources d'acquisition qui ne sont pas rentables. Okay. Ensuite, c'est de mettre en place des process. Donc, sur chaque étape, process pour faire sortir toute la charge mentale qui est sur la tête du dirigeant, donc des SOP ou des procédures, appelons-le comme on veut. C'est en gros, c'est quelles actions nécessaires, donc des process, des modes opératoires sur chaque action. Et ensuite, une fois que c'est calé et qu'on a des certitudes par rapport à ça, on est en capacité de déléguer ce qui fonctionne, mais que le dirigeant, idéalement, a testé par lui-même. Souvent, on parle d'automatisation, de délégation. Moi, je cite souvent l'exemple des fondateurs d'Uber qui, au début, avant de construire l'application, ils avaient les chauffeurs taxi, les clients au téléphone. Ils ont compris finement ce que leurs clients avaient besoin, ce que les chauffeurs taxi avaient besoin. Et ils ont construit l'appli ensuite pour ensuite inonder le marché, enfin tester une ville, puis 3 villes, puis inonder le marché mondial. Donc, pas vouloir automatiser trop vite. Hein. On se perd en voulant scaler, en pensant de suite automatisation. Donc, vraiment faire les choses à la main au début, mais tout en... Voilà, ça peut être un temps très court, hein, 15 jours, 3 semaines. L'idée, c'est de l'expérimenter en fait, et de mesurer. L'expérimenter et de tout mesurer. Et le côté data-driven est hyper important. Et souvent, on accompagne des entrepreneurs qui n'aiment pas forcément les chiffres, etc. Et notre rôle ici, c'est vraiment de leur faire construire des tableaux de bord, des tableaux de suivi, de pilotage. Tout dépend le business, minimum mois, semaine, voire à la journée. Quand on fait de la pub, quand on dépense, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Si on a un tunnel mesures au quotidien, quand tu spends sur Meta par exemple, c'est exactement. Et à partir de quelques dizaines, centaines de clics, on peut déjà commencer à analyser ce qui marche pas, pour ensuite se concentrer uniquement sur les actions qui performent. D'ailleurs, j'aimerais ajouter là-dessus sur la publicité, vu que c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est qu'il y a cette croyance qu'en fait en publicité on peut perdre de l'argent. Sauf qu'en fait en publicité c'est soit tu gagnes de l'argent, soit tu apprends.
C'est-à-dire que même les personnes qui sont les plus expérimentées en marketing, et d'ailleurs, pour avoir des résultats, la majorité des gens n'ont vraiment pas besoin d'être des experts en marketing. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas là où ils veulent être, c'est parce qu'ils ne sont pas assez visibles. Donc, vous avez juste ça à faire et vous aurez déjà plus de résultats. Mais ensuite, donc effectivement, comme je disais, soit on gagne, soit on apprend. Et en fait, le marketing, c'est quoi? C'est simplement, on a une suite de chiffres. Qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce que j'améliore? Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on peut gagner davantage. Donc voilà, c'est simplement ça. C'est pas compliqué. Et surtout, on ne peut littéralement pas perdre. Très intéressant et puis hyper complémentaire finalement même avec les business physiques, Ouais. La réflexion marketing, la réflexion analytique au niveau de la data et juste se poser, brancher son cerveau et se dire je vais juste analyser quoi, ne pas se dire je ne suis pas un expert mais se dire je suis capable de comprendre et regarder les chiffres sans idées préconçues. Et Elodie, est-ce que tu as un exemple d'entrepreneur, homme ou femme que tu as accompagné qui n'avait pas de système d'acquisition prédictible, qui était un peu en mode bouche à oreille ou à la main, et qui, une fois avoir installé un système d'acquisition et que ça ait fonctionné, ça a radicalement changé sa vie et son business? Yes, j'en ai plein. Tu peux me donner un exemple le plus Ouais, j'en ai plein. percutant en disant la typologie de business et qu'est-ce que tu as fait avec lui? Alors moi, c'était plus en l'occurrence, c'était des business, on va dire, en ligne. Effectivement, où il n'y avait aucun système et il n'y avait aucune stratégie derrière. Déjà, c'est le premier truc, quand tu demandes les objectifs, c'est flou. Et je pars du principe que si un objectif n'est pas clair, tu ne peux pas enligner la bonne strate. Donc, en fait, ils sont tous passés par ce même processus qu'on a redéfini, le cadre stratégique à 360, qui va reprendre tous les systèmes, donc notamment la stratégie de cette visibilité, d'attraction de lead, la partie de toute la phase de nurturing et d'accélération des 3 niveaux de conscience et de confiance, et toute la partie donc qualification et process de vente. Donc juste en mettant ça, alors oui, ça prend quelques semaines, indépendamment de chacun a son rythme. C'est pas quelque chose qui est très long et trop compliqué. Ça fait partie de des fondations, mais effectivement, une fois que ces fondations sont placées, là, l'entreprise est enracinée et là, il y a vraiment de l'hypercroissance qui se fait très facilement. Et tu nous donnes un exemple d'entreprise que tu as en tête? Qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien d'avoir mis en place ça? Alors, ça a changé tout un tas d'affaires. Déjà, d'un point de vue du dirigeant, en tant que tel. Dans quelle industrie ou quel business? Alors, plus, on va dire, c'est le marché coaching, formation. Okay. Tu vois, les thérapeute, peu importe, mais voilà, en tout cas, qu'il y avait des formations en ligne. Au départ, j'ai des dirigeantes qui sont, on ne va pas se le cacher, brûlées. Ils sont vraiment très, très pris dans l'opérationnel. Ils sont de partout, forcément, ils sont le système. Donc voilà, donc il y a cet état-là de départ, des chiffres où il n'y a aucune prévisibilité, c'est-à-dire que c'est tout le temps en dents de scie. Donc au niveau émotionnel et système nerveux assez intense. Et ensuite de ça, quand la fondation est mise en place, j'ai un dirigeant qui respire, qui a de l'air dans les poumons, qui prend plus de plaisir, qui peut se permettre de se consacrer sur sa zone de génie. Ce sur quoi il excelle. Forcément qu'il est moins dans l'entreprise, il est sur l'entreprise. Et tout devient plus vivant. Enfin, tout s'enchaîne, quoi. Autant le développement des équipes que les chiffres. C'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Elodie, Cédric et Raphaël, merci beaucoup pour ce partage de valeurs. Je suis intimement convaincu que pour ceux qui vont appliquer, vivre cette expérience, tenter le coup de mettre en application vos recommandations et votre expérience, ils vont vraiment en retirer énormément de bénéfices. Donc merci encore pour ça et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Avec plaisir, merci infiniment. Magnifique, on se retrouve après ces 2 parties animées par Anis, maintenant 4e partie, et on va parler du dirigeant et du goulot d'étranglement, et pas que, mais pour ça il faut piloter. Donc on va parler de pilotage. Chacun d'entre vous est lié au pilotage, que ce soit d'un point de vue technique, au niveau de la data, au niveau de l'IA, au niveau des finances, et puis au niveau, bien sûr, de toute ton expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du business en général. Donc avant qu'on démarre, j'ai plein de questions à vous poser, certaines en commun, d'autres pas du tout. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rapidement vous présenter, en commençant par toi, Christelle? Alors, je m'appelle Christelle. J'ai fait mes études à Harvard Kennedy School. Après, j'ai fondé ma première entreprise à 19 ans. 16 ans plus tard, je l'ai revendue avec 250 employés. J'ai recréé une autre tech startup, une plateforme qui liait des femmes venant de milieux défavorisés avec des familles. Donc, elles travaillent comme nounou. Et après 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé de me lancer dans le coaching, le business advising.
Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'aide des entrepreneurs. Et ma passion, c'est le tennis. Magnifique. Donc au quotidien, tu accompagnes les entrepreneurs qui nous font confiance. Et je joue au tennis. Magnifique, trop chouette. Jordan, on va parler chiffres et c'est parfait. Tu peux nous expliquer ce que tu fais au quotidien? Yes. Alors moi je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans, je suis directeur de la finance chez Entrepreneur. Avant ça, je viens du cursus de l'expertise comptable, j'ai eu une expérience de 6-7 ans en cabinet d'expertise comptable. À la suite de ça, j'ai eu divers postes, responsable financier et DAF dans des startups et des sociétés, des belles PME qui évoluaient dans le monde de la pub. Et donc ouais, ma passion c'est les chiffres et le sport en général. Magnifique. Bon joueur de paddle également. Très bon joueur de paddle. Tu vois, sport de raquette. Voilà. Quentin. Eh ben, pas de sport de raquette ici. Donc, je suis développeur passionné depuis de nombreuses années. Donc, j'ai une vraie passion pour tout le développement logiciel, plateforme, IA, nouvelles technologies en général. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne l'entrepreneur sur le développement de la plateforme qui sert à la fois à nos équipes, mais également aux clients. Bien sûr. Et joueur de hand. Et ancien joueur de handball. Ancien joueur de hand à très haut niveau. Hein. Oh, non. Bah, si, quand même. Non, Bon petit niveau, bon petit niveau. Niveau 4e division nationale pendant plusieurs années. Mais, C'est génial. rien de... Magnifique, mais c'est l'état d'esprit aussi, l'état d'esprit entrepreneur, l'état d'esprit de sport, sportif de haut niveau, se dépasser. Mais parfois, se dépasser, ça ne suffit pas, il faut savoir piloter. Et justement, on le voit au quotidien, la plupart des entrepreneurs pilotent encore malheureusement à l'instinct, que ce soit toi sur la partie dashboard au niveau pilotage global des indicateurs clés de performance, toi au niveau des finances, et toi Christelle avec toute ton expérience, ne serait-ce que dans ta première expérience entrepreneuriale, 250 salariés, il faut savoir piloter. Qu'est-ce que vous pourriez partager à ceux qui nous écoutent des dangers réels liés au fait de ne piloter qu'à l'instinct? À un moment donné, ça ne suffit plus. Qu'est-ce que vous pourriez partager lié à ça? Alors moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Un dirigeant, un jour, je lui demandais « Comment va ton entreprise ?» Et il me dit « Ah, on a de l'argent dans la banque, on va bien. » Et je dis mais en fait, je suis un peu stressée, je crois qu'il faut encore recruter. » Et je dis « Est-ce que tu as un tableau de bord? Est-ce que tu as vu ?» Il m'a dit « Non, mais je sens qu'il faut recruter, j'ai plus le temps. » Et donc, on voit son tableau. Donc, je lui crée un tableau de bord et on voit en fait qu'il passe le 3/4 de son temps sur des clients qui en fait avaient de très faibles revenus. Et donc, il n'y avait pas de rentabilité. Et donc, s'il avait recruté, il aurait augmenté ses coûts. Et donc, il a réalisé en fait que le compte bancaire, en fait, c'est le pire tableau de bord du monde. Et donc, créer un tableau de bord avec 4-5 KPI, ça donne une vision hyper claire et ça aide dans les décisions en fait. Complet, ça te parle? Ouais, ça c'est clairement le cas typique de l'entrepreneur. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut parler d'entrepreneur qui a une TPE, une petite société, mais en fait on le retrouve aussi même dans des PME et c'est surprenant. Mais en fait c'est le cas typique de l'entrepreneur qui fonctionne à l'instinct, à l'intuition. Donc pour moi, ça a quand même des qualités et ça a quand même des avantages de fonctionner à l'instinct. Ça permet aussi d'être ambitieux, de rêver parfois, c'est ce qui fait grandir une boîte. Mais clairement, piloter à l'aide du compte bancaire et donc à la trésorerie, c'est le symptôme typique de l'entrepreneur qui pilote à l'instinct. Ouais, clairement. Toi, Quentin, tu développes la plateforme. Donc, pour que les gens se rendent compte de ce qu'est la plateforme, c'est une plateforme déjà web qu'on a développée de A à Z en interne, d'abord pour mieux accompagner tous les entrepreneurs, donc finalement toutes les données qu'on a à l'égard de l'entrepreneur, tous les coachings qu'on fait, toutes les sessions, la capacité de pouvoir suivre aussi leurs indicateurs clés de performance, leurs objectifs, leurs OKR, etc. Et en plus, toute cette data, on l'utilise aussi pour les équipes d'accompagnement, les équipes commerciales et aussi des sujets internes. Toi, qui pilotes cette plateforme au quotidien, tu as maintenant aussi constitué une équipe autour de cette plateforme. Quelles sont les 3-4 données clés concrètes que tu recommandes vraiment de suivre à chaque entrepreneur qui nous écoute ici aujourd'hui, que toi tu vois être mis en lumière par la plateforme au travers de la pluralité des profils qu'on a? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 1000 entrepreneurs accompagnés en simultané. Il faut quand même le dire, c'est assez dingue. Ouais. Et puis surtout, c'est une pluralité de domaines qui est juste folle. On a pas mal parlé de BTP dans certains exemples. Ça représente effectivement une part importante des entrepreneurs qu'on accompagne, mais c'est aussi dans tous les domaines. Et à chaque fois, il y a quand même des éléments qui sortent du lot, qui se distinguent et qui sont souvent récurrents. Lesquels? Il y a plusieurs cas en réalité. Et on remarque surtout que les paramètres qui ne sont pas identifiés chez l'entrepreneur sont ceux qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas avant tout. On a énormément d'entrepreneurs sur la plateforme. On a différents secteurs d'activité, comme tu le disais.
donc plus de 1000, 2000, 3000 clients qui ont utilisé la plateforme aujourd'hui, parce qu'elle est en ligne depuis plusieurs mois maintenant. Et on a mis plusieurs systèmes d'IA de reconnaissance, à la fois des analyses financières directement de leur compte bancaire, mais également de ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent. On fait des détections de patterns de non-verbal, non-dit pendant les coachings. Ouais. On analyse vraiment énormément de données et on se rend compte déjà, un des premiers vecteurs, c'est qu'ils ne savent pas faire. Et on s'est permis de développer justement des fonctionnalités qui vont analyser, émettre des hypothèses par intelligence artificielle sur ce qu'on détecte comme pattern sur leur compte bancaire pour identifier leurs charges, leurs revenus, leurs investissements, etc. Donc il y a plein de clés, mais la première, c'est la non-connaissance de leurs propres chiffres. C'est ça la problématique qu'on voulait résoudre quand on a commencé à développer la plateforme? Oui. Au début, on a voulu créer cette plateforme pour accompagner au mieux nos clients au travers des coachings, créer des OKR, des actions, etc. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte très vite que des entrepreneurs avaient des problématiques clairement évoquées, clairement dites, clairement résolues également dans des coachings. Et aujourd'hui, on a plus de 18 000 heures de coaching sur plein de secteurs d'activité différents. Et petit à petit, on s'est dit, on va analyser ce que ne sait pas encore l'entrepreneur, parce qu'il peut arriver avec une façade en coaching de dire, OK, aujourd'hui, mes problématiques sont celles-ci. Donc, on a déjà vu des entrepreneurs qui pensent qu'ils ont une problématique de recrutement, par exemple, parce qu'on a plein de cas, on a plein de use cases. Et on se rend compte par la data que 80% de son temps est alloué sur de l'opérationnel, relance de factures, analyse de devis, etc. Et la plateforme a découlé petit à petit sur les besoins, les problématiques, les douleurs profondes et non exprimées de nos clients, de nos entrepreneurs. Donc la plateforme aujourd'hui est immense, a plein de piliers, comme on les a appelés, qui sont à disposition de nos clients pour venir à un moment donné dans leur quotidien, à la fois pour du recrutement, de la finance, de l'acquisition des landing pages, du CMO, enfin on a plein de choses, des agents IA, etc. Très clair. Souvent, l'entrepreneur, il ne se rend pas compte, mais il devient un peu le goulot d'étranglement de sa boîte. Et c'est un piège insidieux dans lequel on tombe sans même s'en rendre compte. Finalement, ça glisse très vite. Quel signal, peut-être, on pourrait mettre en lumière pour qu'un entrepreneur qui nous écoute se dise « Ah, je suis peut-être en train de tomber là-dedans ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir avec les finances? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir ailleurs? Est-ce qu'il y a des indicateurs clés spécifiques qui font qu'on se dit « Ah, je suis en train de tomber ». Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue à chacun. Alors moi, ce que je fais, donc en parlant aussi en revenant au tableau de bord, ce que je dis à chaque entrepreneur, c'est que vraiment, si tu utilises juste 5 KPI, le chiffre d'affaires, la marge, sur un Excel sheet, on n'a pas besoin d'un outil hyper sophistiqué, juste vraiment, si tu analyses ton chiffre d'affaires, ta marge, ton cash flow, ta pipeline et tes factures impayées, juste ces 5 KPI, on commence par ça. Si tu le fais chaque semaine, 10 minutes, tu prends 10 minutes de ton temps, tu les travailles chaque semaine, en un mois, sois sûr que tes décisions vont changer. Donc vraiment, la vision claire de tes finances, ça, c'est vraiment 50% du chemin. Ouais. Puis je pense qu'aussi, il faut, alors pour enrichir un peu, moi je partirais sur les mêmes KPI, mais du coup pour enrichir un peu le chiffre d'affaires, on a tendance à considérer ça comme un chiffre qui est facile à interpréter. La réalité, c'est qu'en fait, il faut distinguer 3 types de chiffre d'affaires. Il y a le chiffre d'affaires signé, qui est le chiffre d'affaires commercial, que ton head of sales va te transmettre, qui est la vision un peu positive de l'entreprise. Il y a le chiffre d'affaires réalisé, ça c'est plutôt la vision comptable. C'est par exemple dans le cas d'entrepreneurs, quand on vend des accompagnements, après il faut réaliser et délivrer la prestation. Donc ce chiffre d'affaires, il va être reconnu au fur et à mesure de la prestation. Et le dernier chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires encaissé, qui est peut-être celui que doit suivre l'entrepreneur, parce que c'est la vision pessimiste, c'est au moins le chiffre d'affaires qu'il a encaissé. Il peut encaisser plus, pas moins, parce qu'il a déjà encaissé cette partie. Et donc, il y a 3 types de chiffres d'affaires qu'il faut vraiment piloter dans l'entreprise. Deuxième point, peut-être sur la marge, parce qu'on en parlait. Moi, je vois encore trop souvent, et c'est fou parce que c'est quand même quelque chose de basique, des entrepreneurs qui ne comprennent pas leur marge. En fait, ils ne sont pas capables de nous dire de quoi est constituée leur marge. Ils pensent que la marge, c'est quelque chose que leur comptable va leur donner à la fin de l'année sur le compte de résultat. La réalité, c'est que la marge du comptable, ça va suivre une conformité comptable certaine, mais en fait, la marge d'une société à l'autre et d'une activité à l'autre, elle varie et on va mettre des composants dedans qui sont différents dedans. Et vraiment, un entrepreneur, il doit maîtriser sa marge, savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est pas la regarder, il faut la suivre au quotidien. Honnêtement, c'est quasiment du tous les jours. Il faut la challenger, il faut comprendre les variations et les impacts, prix, volume, etc. C'est vraiment important.
Ouais, 100%. Avant d'entendre aussi ton point, je rebondis sur ce que tu as évoqué au niveau du chiffre d'affaires. Typiquement, prenons notre cas, si on vend un accompagnement quel qu'il soit, oui, on a vendu un accompagnement, c'est super, mais premier point, les gens vont potentiellement le payer en plusieurs fois. Et deuxième point, il y a surtout ce qu'on appelle le produit constaté d'avance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on anticipe dans sa trésorerie des dépenses qui sont déjà projetées par rapport à ce que l'on a encaissé il y a de ça peut-être X mois ou même peut-être une année ou peu importe, qu'on doit encore délivrer. Et trop peu d'entrepreneurs ont conscience et connaissance de ces variables-là et ils se retrouvent à terme à se dire « Oh mince, j'avais pas anticipé ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça Ouais. ». Ça peut être compliqué. C'est dans ces moments souvent que la compta elle intervient. La comptabilité, souvent, c'est un outil administratif pour beaucoup d'entrepreneurs. Il faut se conformer, on paye un comptable, c'est embêtant. La réalité, c'est que la comptabilité, on a des normes derrière. Et une de ces normes, c'est qu'on doit constater les produits au fur et à mesure qu'on les délivre et pas au moment de la signature. Les charges au même rythme. Donc, on a vraiment des normes qu'on doit respecter. Et du coup, en fait, en faisant simplement une situation comptable, on se rend compte où on en est de ce qu'on a délivré. En face, on a vraiment les charges qu'on a livrées également. Et du coup, on a une situation qui est analysable et qui est compréhensible. Ouais, donc finalement, pas juste glorifier un peu son ego et de se dire « Waouh, on a fait trop de ventes, là c'est génial, on a plein de cash, grosse croissance ». C'est souvent ça. Hein. C'est souvent le discours du sales. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, je leur dis souvent, en fait, si vous regardez seulement votre compte en banque, c'est comme regarder le rétroviseur de votre voiture. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé, mais vous ne voyez pas ce qui va venir. Et donc, vous ne pouvez pas baser vos décisions sur ça. Ouais, très bonne image, très bonne image. Pour un entrepreneur là, qui n'a pas encore de tableau de bord, mais il a envie de reprendre le contrôle de ses chiffres sans forcément y passer toutes ses nuits, si on devait lui donner peut-être déjà un KPI ou un conseil par personne, ça pourrait être quoi? Ça pourrait déjà ouvrir, analyser grâce à l'IA. Si aujourd'hui on n'a pas de connaissances dans les finances, qu'on n'a pas le temps également, tout simplement drag and drop son relevé bancaire bêtement à une IA, Claude en l'occurrence, qui va analyser et identifier ce qui ne va pas ou ce qui va, tout simplement. Ouais. En tout cas, moi, c'est mon point de vue plutôt tech. Alors, je suis d'accord, mais il faut d'abord, au préalable, et moi, je pense que c'est l'essentiel, vraiment, il faut que tous les dirigeants se créent une sorte de compte de résultats opérationnels, en fait, qui se crée des catégories de dépenses à sa manière, avec son niveau de granularité, qui ne va pas forcément parler à son comptable. Dedans, on doit retrouver la marge, etc. Et c'est ces catégories qu'on va venir typer sur le relevé bancaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à créer par tout entrepreneur. Et après, il va l'appliquer à son budget. On va le retrouver dans son suivi de trésorerie. Donc, c'est ce dont tu parlais. On va le retrouver dans le prévisionnel de trésorerie. On va le retrouver vraiment partout. Et c'est ce qui va lui permettre de piloter sa boîte. Super, merci pour ça. Je rebondis sur ce que tu as dit, Quentin. Moi, le premier truc que je trigger dans mon esprit, tu vois, par rapport à ceux qui nous écoutent, et c'est légitime, attends, mais mon relevé bancaire à une IA, à Claude, mais où elles vont aller mes infos? Où elles vont aller mes datas? Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui, justement, ne veut pas utiliser l'IA, alors qu'on le sait, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit utiliser l'IA, clairement. ChatGPT, Claude, peu importe la plateforme. Il y a également des LLM derrière. Les données sont certes complètement sécurisées, anonymisées, en partie cryptées, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit « Non, non, moi je ne vais pas utiliser Claude. Je préfère rester dans l'inconnu, mais au moins ma data, elle est en sécurité vu qu'elle appartient éventuellement à ma banque, mais voilà, au moins je n'ai pas trop peur. » Quel est le risque vis-à-vis de ça? Quelle est la perte de ne pas analyser, que ce soit par une IA? Donc effectivement, si le sujet c'est la souveraineté de la data, Claude est aujourd'hui un des meilleurs modèles à disposition, mais Mistral fonctionne très bien, où on peut faire appel à des choses un petit peu plus techniques pour avoir son propre modèle en local. Mais c'est comme ne pas vouloir donner son relevé bancaire à son comptable, à son directeur financier ou autre, et dire non, non, c'est perso, je ne veux pas te donner comment fonctionne ma société. Ouais. Et donc c'est pilote à l'aveugle, Clairement. Et les pertes en face sont trop fortes. 100%. Et aussi, si je ne me trompe pas, il y a des options dans l'IA où tu peux demander à l'IA d'effacer en fait les données que tu lui donnes. Donc la mémoire, en fait, tu peux effacer la mémoire. Donc tu peux juste l'utiliser et lui dire ne sauvegarde aucune information que je te donne. C'est ça. Il y a toujours aussi des... Oui, exactement. Il y a des petites particularités, notamment le fait que les entreprises entraînent leur modèle ou non sur les données. Ouais. Et ces sociétés américaines font foi sur le Cloud AI Act américain, ouais. Donc ils sont bien plus laxistes que nous en Europe sur la protection de la data, de ne pas réentraîner des modèles. Ouais. Donc ça demande un tout petit peu de connaissances et de configuration. Mais effectivement, le fait de donner, et après c'est avoir confiance aux entreprises comme OpenAI et Anthropic, même si chaque fondateur a ses propres positions, normalement,
À notre échelle, on ne devrait pas se soucier on devrait plus se soucier de l'entreprise et de son avenir. Plutôt que ce genre d'informations, voilà. 100%. Effectivement. Je suis d'accord avec vous. Merci Christelle, merci Jordan, merci à toi. Quentin. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. 5e et dernière partie, maintenant on va parler de vous, le dirigeant qui est souvent le prisonnier de sa boîte certes, mais aussi de lui-même. On va parler donc d'humain et de mindset. Pour ça, on a Aurore et Comrade qui nous ont rejoints. Comrade, c'est la 3e fois que tu viens sur le déclic. Aurore, ça fait trop plaisir de t'avoir également sur le déclic. Merci. Rapidement, avant qu'on enchaîne, Anis m'a rejoint aussi. Quand on parle d'humain, quand on parle mindset, je pense qu'on ne peut pas être assis à une table où il n'y a pas Anis également. Aurore, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Yes, avec plaisir. Donc moi, c'est Aurore, je suis coach mindset depuis 2020. Et ma particularité, c'est le déconditionnement des schémas inconscients qui ont été créés bien avant et qui créent les blocages aujourd'hui. Donc, typiquement, un entrepreneur qui peut-être répète des cycles et des schémas sans s'en rendre compte. Toi, tu viens finalement, plutôt que de traiter le symptôme, tu viens traiter la cause pour annuler l'ensemble et parfois des choses qui résident chez soi sans qu'on s'en rende compte depuis des années, voire même à l'enfance. Exactement. Bon, on va en parler. Comrade? Parfait. Moi, c'est Comrade Gratien, donc business coach à entrepreneurs.com, expert aussi sur l'opérationnel. Et moi, ma particularité, c'est de mettre de l'efficacité dans les mécanismes humains au niveau des équipes, mais aussi des systèmes. Faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner de manière efficace et rentable. Voilà. Magnifique. Merci pour ça. Rapidement, avant que j'enchaîne avec des questions sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir aussi, et je t'invite vraiment à creuser, j'ai envie de vous adresser un dernier message, parce que là, on a vu énormément de choses, vous avez rencontré plusieurs personnes, pas toutes, ça n'aurait pas été possible, on aurait fait un déclic de 6, 7 ou 8 heures, mais on se retrouvera le 23, 24 et 25 juin prochain avec Anis et d'autres membres de l'équipe en live pour vous partager un maximum de valeur dans le cadre d'un atelier unique, exclusif, qu'on a hâte de co-animer, qu'on a hâte de vous partager. C'est complètement gratuit. Si vous vous sentez concerné par les différents enjeux problématiques que vous avez vus dans le cadre de cet épisode, c'est maintenant ou jamais. Cliquez sur le lien directement en description. Profitez-en, on sera en live et on a hâte de vous retrouver. Un petit mot par rapport à cet atelier? Que le meilleur endroit où ils pourront être sur ces 3 jours, ce sera derrière leur écran, avec nous, en live. Et un carnet pour prendre des notes. Peut-être plusieurs carnets. Plusieurs carnets. Magnifique. Alors, on a beaucoup parlé de chiffres, on a beaucoup parlé de systèmes dans le cadre de cet épisode, mais moi, j'ai vraiment envie de comprendre concrètement pourquoi et comment parfois, sans s'en rendre compte, c'est l'humain, c'est l'entrepreneur, c'est soi qui est le blocage numéro 1 de la structure. Et peu importe toutes les stratégies, tous les outils, toutes les méthodes, tous les systèmes, tous les trucs qu'on vient empiler, on ne s'en rend pas compte, mais la boîte, elle n'avance pas, on ne comprend pas pourquoi. Et souvent, le sujet, c'est soi. Yes. Tu avais une question précise par rapport à ça? Exactement. Ma question, c'est comment on fait déjà pour le détecter? Et surtout, est-ce qu'il y a des… Tu sais, on parle souvent de signal versus bruit. Est-ce qu'il y a des signaux qu'on peut identifier en tant que dirigeant quand on pilote sa boîte, un peu dans le train-train quotidien, où on se dit « Ok, peut-être que là, il faudrait que je fasse un travail sur moi-même ». Alors, pour moi, il y a 2 choses principales. Premièrement, c'est le blocage, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu as pu déjà faire, déjà entreprendre, tu te retrouves face à un mur, tu as toutes les stratégies, tu as déjà fait, je sais pas moi, 30 ans de psychothérapie, tu as fait plein de choses comme ça, mais tu es toujours bloqué. Donc ça, c'est un premier signal. Et le deuxième signal, je dirais, c'est le côté schéma répétitif. Tu vis encore et encore la même situation dans ton business et potentiellement même, tu te rends compte qu'en fait, tu vis le même truc peut-être même dans ta vie perso, dans tes schémas familiaux, dans tes relations amicales. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important. Et dans le côté répétitif, il faut avoir conscience de l'émotion. C'est l'émotion répétitive qui est un indicateur. Et parfois, ça peut être quelque chose que l'entrepreneur vit, ou subit ou rencontre, ou c'est des fois des choses qu'il essaie de changer, qu'il essaie de modifier, des choses auxquelles il fait face, mais qu'il n'arrive pas à dépasser. Exactement. Quand on parle d'humain et d'entrepreneur, certes, on parle de l'entrepreneur lui-même, mais on se doit aussi de parler de recrutement et d'équipe. Totalement. Tu parlais tout à l'heure de système, etc. Et souvent, on entend cette phrase, je trouve jamais personne d'aussi impliqué que moi. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le travail ne sera jamais aussi bien fait que par moi, donc autant que je le fasse. Exactement. Et comment on casse ce cycle? Comment on dépasse ça pour réussir à s'entourer de gens qui vont nous aider à porter la croissance de l'entreprise? Pour illustrer mon propos, je prendrai le cas d'une entreprise qui crée des événements que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux la semaine dernière, tout juste. Et ils me disaient, on a un problème parce que nos animateurs qui font des animations de dégustation dans les commerces
ne sont pas impliqués autant que nous on l'est. Et donc le seul réflexe qu'a eu le chef d'entreprise, c'est de faire de dédier tout son temps à faire ses animations lui-même. L'élément que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu as pris le temps de construire la mission, la vision de ton entreprise? Il a dit non, pas forcément. Et l'idée en fait, c'est que finalement en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel d'avoir non seulement une vision, de la porter, de l'incarner, mais en plus de cela, de la transmettre à ses équipes. Ouais. À partir de ce moment-là, une fois que ta mission, la mission de l'entreprise rencontre la mission et les intérêts du collaborateur, il y a une synergie qui se crée, il y a une motivation qui se fait, ce qui fait qu'ils peuvent créer un extra miles, mais surtout, ils peuvent finalement incarner les exigences que voudrait le chef d'entreprise, sauf que le chef d'entreprise n'est pas là. C'est le système qui fonctionne. Et c'est dans ce sens-là en fait, qu'on devient efficace et qu'on peut atteindre des résultats justement qui ne dépendent plus du dirigeant. Très clair. Voilà. Ça me permet de rebondir sur un autre point, c'est comment on fait pour garder des talents et les élever et faire en sorte qu'ils restent dans son entreprise aussi motivés qu'au premier jour, voire même de plus en plus. Parce que là, c'est exactement ce que tu évoques. Hein. C'est finalement, une fois que tu as déterminé clairement ta mission, les gens mettent du sens dans ce qu'ils font au quotidien et donc ils ont envie de s'impliquer. Ça peut être intéressant d'avoir chacun d'entre vous votre point de vue là-dessus parce que recruter des talents, c'est déjà suffisamment compliqué. Réussir à les garder, c'en est une autre. Et les élever à ses côtés pour faire en sorte qu'ils grandissent avec l'entreprise et que mécaniquement ils fassent grandir l'entreprise, c'est encore une autre paire de manches. On dit souvent une phrase, c'est que les talents qui viennent dans une entreprise, ils viennent pour l'entreprise et pour la rémunération. Donc on peut dire, ok, si tu payes des gens des cacahuètes, ben, tu vas recruter des singes, donc t'étonnes pas. Enfin, il y a une espèce de proverbe qui dit ça, qui est assez drôle. Donc les gens viennent souvent pour le package, mais ne restent pas en fait pour l'argent. Si tu veux faire de la rétention, c'est des principes psychologiques comme la reconnaissance, le sentiment de progresser et cette valorisation qu'ils ressentent au quotidien. Et souvent, ces trois ingrédients-là, au niveau de la sensation que peuvent avoir les équipes, suffisent pour mettre en place des montées en compétences, des plans d'évolution de carrière, de l'attribution progressive de projets de plus en plus stimulants. Mais les fondamentaux, ça reste vraiment ce truc de à quel point j'ai de la reconnaissance dans mon travail, à quel point je sens que je progresse. Donc c'est vraiment très important de sentir le delta et après voir qu'on produit la valeur et qu'on fait avancer l'entreprise. En termes de reconnaissance, en fait, ce qui bloque parfois dans l'entreprise, c'est que le dirigeant porte une sorte de rôle. Le rôle du genre je dois être perfectionniste, c'est sur moi que tout doit porter parce que ça vient d'un schéma d'enfance qui fait qu'il a besoin de ça et du coup ça l'empêche en fait de donner de la reconnaissance, ça vient bloquer, donc il y a aussi cette analyse-là à faire sur le dirigeant lui-même qui n'arrive pas à faire ça. Ouais, d'autant plus que souvent lorsqu'il est question de déléguer, on n'ose pas déléguer, on a peur de déléguer. On a peur que ce soit mal fait, on a peur de lâcher son bébé. Tu sais ce terme, alors, je ne sais pas si c'est sain ou pas de se dire que son entreprise c'est son bébé. Moi personnellement, je ne pense pas, il faut réussir à faire la part des choses. Quel conseil vous partageriez à un entrepreneur qui est typiquement dans ce cas de figure en ce moment et qui se dit non, mais moi j'arrive pas à lâcher, mais je sais que je devrais, mais j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à faire la part des choses, c'est mon bébé, je veux que ce soit fait exactement comme je veux que ce soit fait. J'imagine que toi, c'est un sujet que tu as déjà vu et revu et des schémas qui se répètent les uns les autres. Pareil pour Comrade dans le cadre d'entrepreneurs qu'on a pu accompagner. Comment vous voyez ça? Pareil pour toi également, comment vous voyez ça? Alors moi, pour ma part, je prendrai encore un autre exemple. C'est celui d'un bureau d'études que j'accompagne qui a un énorme potentiel. Dernièrement, tout juste hier, on s'est vu et avec le potentiel qu'il a, il concentre en fait tout le savoir-faire, toute la valeur de l'entreprise. Il est conscient de cela, il sait les objectifs et la mission qui est la sienne, mais l'idée et mon but à moi, c'est justement de le faire prendre conscience qu'il faut absolument que l'écosystème se décorrèle de l'humain que tu es. Et donc à partir de là, il faut absolument recruter, on est obligé. Et donc c'est une prise de conscience qu'il faut que l'entrepreneur ait pour pouvoir être en mesure d'accepter de déléguer. Ok, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il a conscience qu'il devient l'homme clé et limite, il garde tout ça pour lui et qui devient en fait le vrai goulot d'étranglement et presque c'est l'élément qui empêche la transmission de savoir, la transmission d'informations et même le scale finalement. Totalement, c'est ça. C'est ça. Intéressant. Et Aurore, peut-être que tu aurais un conseil particulier pour un entrepreneur qui se sent concerné pour réussir à se détacher de cette phase-là? Moi aussi, j'ai eu un cas, une personne en Guadeloupe qui avait un
un concept de restauration. Et justement, elle portait tout, impossible de déléguer pour elle, alors que tout était là. Les clients étaient là, le concept était là, le chiffre d'affaires était là, tout était là. Et en fait, en travaillant avec elle, à nouveau, on est revenu sur ces schémas, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas vraiment à déléguer alors que tout est là? Et au final, on s'est rendu compte qu'en fait, pour elle, tout devait être parfait. Donc, on revient sur la perfection. Et comme tout devait être parfait, à partir du moment où tu délègues, potentiellement, il y a un peu de perte de qualité au début. Et ça, c'était pas OK pour elle. Donc, on a travaillé sur ce pattern-là, sur les schémas qu'il y avait derrière. Ouais. Et en une seule session, sur le mindset, on a eu les résultats au bout de 14 jours. 14 jours où elle s'est mise à déléguer, elle a accepté que son mari rentre dans l'entreprise, parce que c'était aussi un sujet. Ouais. Elle a augmenté son chiffre d'affaires et elle a commencé à ouvrir un deuxième point de vente. 14 jours. Ouais. Superbe. J'ai 2 dernières questions pour vous. Lorsqu'un entrepreneur commence à faire tout ce travail sur lui, et très souvent on l'entend, lorsque j'ai rejoint entrepreneurs.com, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas entrepreneur et je le suis devenu dans ma posture, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de penser, de réfléchir. Donc c'est quoi être un entrepreneur finalement? C'est réussir à décorréler son temps de l'argent que son business génère et de l'impact qu'il peut avoir. C'est pouvoir piloter plutôt que de subir réellement sa boîte. C'est devenir dirigeant au lieu de rester artisan. C'est de sortir d'une sorte de prison, parfois opérationnelle, parfois mentale, parfois temporelle, parfois émotionnelle, parfois les 4 malheureusement, ou d'autres encore. Mais qu'est-ce que vous voyez? Peut-être ça peut être intéressant d'avoir une réponse chacun, de changer réellement chez un entrepreneur qui arrive à changer cette posture. C'est presque qu'il devient une nouvelle version de lui-même, réellement. C'est quoi un des premiers éléments que vous voyez changer chez lui ou chez elle? Moi, je dirais plutôt une étape, une façon de fonctionner qui peut faire un peu universelle selon chaque individu, chaque entreprise ou chaque état d'esprit ou personnalité. Ouais. C'est de se dire, en tant qu'entrepreneur, je me dois d'évoluer plus vite que mon entreprise pour la tirer. Si c'est mon entreprise qui évolue plus vite que moi, c'est elle qui va me tirer ou me faire subir mon quotidien. Et donc, je partirai simplement de la vision et chaque jour me dire quelles sont les actions ou les décisions qui font un effet de levier tel que c'est la chose à faire et qui me rapproche le plus vite possible. Et c'est ce qui fait qu'au départ, ça va être, je suis plombier ou je suis, animateur de centre de vacances. Au départ, mon business, c'est moi. C'est moi qui vais animer, c'est moi le plombier, c'est moi qui vais opérer. Parce que c'est les actions qui, le plus rapidement possible, vont faire approcher de la vision. Ouais. Et ensuite, l'étape d'après, on la connaît. On va recruter des gens qui vont animer à notre place et mieux que nous. Et ensuite, notre job, il ne va plus être d'animer, mais de s'assurer qu'on a les meilleurs animateurs. Et puis, on monte progressivement. Mais c'est toujours ce truc de, je me connecte à la vision et puis je regarde quelles sont les prochaines actions qui me font accélérer ma progression. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est lié à un certain endroit, mais pour moi, c'est vraiment un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui va accepter que tout ce qui lui arrive comme problématique dans un premier temps, c'est un challenge d'évolution personnelle parce que l'entrepreneuriat, c'est que ça en fait. C'est soi-même qu'on met au début, en tout cas, dans la mare, quoi. Ouais. Et c'est que des confrontations émotionnelles et il faut accepter de dépasser ça et de se dire ok, ça vient me renforcer, ça vient me faire croître et à partir du moment où on est là-dedans, après c'est open à beaucoup de croissance. Il y a toujours cette notion de croissance in fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit et qui évolue tout le temps. Ouais. C'est nécessaire d'ailleurs. Une fois que la boîte elle arrête d'évoluer ou l'entrepreneur arrête d'évoluer, la boîte arrête d'évoluer. Si la boîte arrête d'évoluer, surtout dans des marchés aussi concurrentiels, dynamiques qu'aujourd'hui, il te reste plus longtemps à vivre ou tu rentres en mode survie, quoi. Complètement. Souvent, ce que je rencontre le plus, c'est la peur de l'échec. Ouais. Et en fait, c'est dingue ce truc. C'est que si tu es entrepreneur, tu n'as pas vraiment peur de l'échec, tu t'en fous en fait. Si ça échoue, tu recommences. Mais ils ont peur, en fait, ils ne veulent pas y aller. Et ça, c'est une compétence de croissance, de se dire si ça échoue, c'est pas grave, on recommence. 100%. Moi, j'ajouterais aussi le fait qu'un entrepreneur doit être prêt à renoncer à une partie de lui-même pour embrasser une nouvelle. À savoir qu'au départ, l'entrepreneur, c'est lui-même, l'entreprise, c'est l'entrepreneur c'est l'entreprise. Il doit être prêt en fait, à dépasser ce stade-là pour déléguer et recruter d'autres personnes. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'il a des équipes, il doit être prêt aussi à lâcher un peu de lest pour là, cette fois-ci, être devenu un vrai leader. Et ça implique que l'entrepreneur doit faire preuve de renoncement, on va dire ça comme ça, pour passer de step en step. C'est coûteux, mais ça vaut largement le coup s'il est connecté à la vision parce qu'il est en direction de l'accomplissement de sa mission. Il doit faire de la place à la suite. Totalement. En renonçant.
100%. J'ai un dernier point à vous partager. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui aimeraient aller plus loin, on l'a dit, 23, 24 et 25 juin, profitez de cet atelier. Il y aura 3 soirs, donc 3 thématiques. 1, on va voir la zone rouge. Donc, comment faire en sorte de mettre en place un système d'acquisition réellement rentable qui vous permet d'avoir beaucoup plus de clarté. 2, on va voir la taxe invisible. Donc, en gros, ce sont tous les process IA ou d'autres éléments que vous devez mettre en place dans votre standardisation parce que finalement, à cause de ce manquement, vous passez énormément de temps et vous mettez énormément d'énergie dans des choses que vous pourriez déléguer à des systèmes. Et le 3e soir, on verra l'entreprise vampire, celle qui vous aspire votre temps, vous aspire votre énergie. Et la seule réponse à cela, c'est de réussir à recruter une équipe de talents qui est à vos côtés avec une mission commune. Et je ne fais que de le dire à chaque fois et c'est pour ça que je suis trop content d'être ici aujourd'hui dans le cadre de Steam Building. Aujourd'hui, Entrepreneurs.com, c'est plus de 100 personnes qui au quotidien se démènent pour accompagner tous les entrepreneurs qui nous font confiance toute l'année. On est une 60aine, un petit peu plus aujourd'hui, présents ici dans un domaine super. On en a profité pour faire un bel épisode. J'aurais aimé que tout le monde puisse être derrière cette caméra. Ça sera que partie remise. J'ai une toute dernière question pour vous. Ça fait maintenant, par exemple, 6 ans pour toi, Aurore, que tu es chez Entrepreneurs.com. Comrade, ça doit faire maintenant quoi, 3 ans? Presque 3 ans. Presque 3 ans. Anis, on ne compte même plus les années également. Est-ce que vous pourriez nous partager le déclic que vous avez eu chez Entrepreneurs.com et que vous pourriez partager aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui leur serait utile? Alors, il n'y a aucun déclic qui ne l'est pas par définition, donc partagez-nous le déclic que vous avez eu dans le cadre de votre collaboration Entrepreneurs.com en rencontrant les centaines d'entrepreneurs que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu aider, que vous voyez encore au quotidien. Le plus grand déclic, en étant dans cette belle aventure qu'est l'accompagnement humain et entrepreneurial, c'est que à compétences égales, on n'ose jamais vraiment rêver grand et ambitieux. Donc, ou grand ou ambitieux, mais on n'ose jamais suffisamment. Il y a toujours quelqu'un qui a les mêmes compétences ou moins, mais qui lui a osé plus. Et cette audace amène plus d'évolution, plus de résultats, plus d'énergie, plus de croissance et plus de valeur dans le monde au quotidien. Pour ma part, j'en ai 2, honnêtement. Le premier, c'est l'action qui génère la connaissance et aussi un maximum de résultats. Depuis que je suis en Entrepreneurs.com, honnêtement, je n'ai jamais connu un écosystème qui prône autant le passage à l'action pour générer du résultat. Donc ça, c'est mon premier déclic. Le deuxième déclic, honnêtement, il vient de toi, Alec. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que je dis à tous les clients, plus d'une centaine de clients que j'ai pu accompagner en propre, mais aussi en tant qu'expert sur Entrepreneurs.com, donc sur des sujets bien précis. Je leur dis, et je l'ai dit encore il y a à peine 2 jours, auprès des entrepreneurs de scaling, c'est que Entrepreneurs.com, Alec a réussi à créer un écosystème où Entrepreneurs.com, c'est une entreprise d'entrepreneurs et que finalement, chacun des collaborateurs sont des intrapreneurs, ce qui fait qu'on peut tirer un meilleur de chacun parce qu'un intrapreneur, à la différence d'un salarié, lui, il a la conscience de l'innovation, de l'initiative, de la prise de décision, d'embrasser une vision, etc. Et ça, honnêtement, bravo à toi, Alec, parce que tu as réussi à mobiliser tout un écosystème où on prône l'excellence, on en parlait encore tout à l'heure avec un autre pôle. Et en plus de ça, tu réussis à faire ce que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient, c'est-à-dire réunir une vraie équipe, une vraie armée derrière une même cause, une vraie mission, ce qui fait qu'on se dépasse tous dans le quotidien, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Et c'est ça qui est beau dans Entrepreneurs.com, donc bravo. Merci, Comrade. Yes, moi j'ai eu un déclic aussi en interne dans l'entreprise. Tu l'as partagé un petit peu hier. C'est que de mettre les bonnes personnes à la bonne place, ça crée vraiment un effet de levier qui est très sous-estimé par les entrepreneurs. Et moi, je l'ai vécu, puisque je suis quelqu'un de très engagé. On me dit, tiens, fais ceci, fais cela, c'est cool. Moi, je découvre des trucs, donc je le fais. Et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu dispersée dans le cadre d'entrepreneur à faire plusieurs choses, ce qui ne m'a pas servi. Et à partir du moment où j'ai accepté, parce que ce n'était pas facile aussi, mais où j'ai accepté de me repositionner là où c'était ma zone de génie, en 6 mois, il y a eu vraiment le jour et la nuit en termes d'impact client. Et même moi, je l'ai vu, je me suis dit, waouh, tout ce que j'attendais finalement comme impact, comme reconnaissance aussi, etc., en fait, il suffisait juste que je me mette exactement dans ma zone de génie
pour que derrière ça puisse avoir le résultat. Donc le conseil que je donnerais, c'est penser vraiment à mettre les gens au bon endroit qui leur convient, leur zone de génie. Voilà. Merci. Une dernière question, Oui. ce n'est pas terminé. Oh là Moi, j'ai là. une question pour toi, Alex. C'était pas écrit. Quel déclic tu as eu, non pas avec les interviews, non pas avec les business, mais quel déclic tu as eu de la part de tes collaborateurs qui vraiment t'a marqué et que tu aimerais partager? Ouh là là, il y en a tellement. Tu sais, on parle de recruter, de manager, de déléguer, de constituer des équipes, de la vision, toutes ces choses qu'on incarne au mieux dans notre quotidien. Et toi, qu'est-ce qui, de façon discrète ou que tu n'as jamais partagé, ou même que tu as gardé confidentiel pour toi, tu t'es dit, voilà, je me suis pris une claque de la part de quelqu'un sans le citer forcément? Ouais. Donc déjà, merci parce que tu es tellement gentil que tu as répété la question pour m'offrir du temps pour réfléchir. Malgré ça, je n'ai pas encore la réponse. Mais non pas qu'il n'y en a pas, au contraire, parce qu'il y en a vraiment tous les jours. Vraiment, tous les jours. Mais peut-être que le plus grand déclic, c'est un déclic qui me concerne, qui est souvent remonté par certains collaborateurs. C'est qu'en fait, moi j'ai une énergie où j'ai l'information, il y a la réponse. Vraiment, c'est direct. Bam, 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 constamment. Je suis tout le temps dans l'action. Tempérament de feu, rouge à fond, quoi. Plus rouge encore que le logo. Et tu peux pas plus rouge. Et parfois, il est vraiment préférable de réussir à absorber la formation. C'est vraiment important, il faut que je me force à faire ça. La processer, la réfléchir, réussir à la diffuser, parce que j'ai des équipes absolument formidables sur qui je peux compter. Et vu que j'ai toujours cette tendance à passer à l'action, ça peut aussi enlever, sans le vouloir, mais le leadership et l'ownership de certaines parties prenantes qui avaient une tâche ou qui avaient un rôle précis alloué. Mais vu que je suis passé devant parce que je vois quelque chose, j'ai envie de le résoudre, j'entends une information, j'ai envie de jumper, on me partage une info, je donne la réponse. Et c'est constamment, c'est mon tempérament en fait. Et on pourrait penser à court terme que ça sert l'intérêt collectif et l'entreprise, alors qu'en soi, oui, à court terme, ça peut le servir, en tout cas ça donne cette perception, mais à moyen et long terme, ça le desserrera tout le temps. Même si la correction court terme mène à l'évitement d'une problématique ou d'une erreur. Mais l'apprentissage même de l'erreur va permettre d'avancer si il n'aurait pas été corrigé de cette façon-là. Et c'est quelqu'un qui a un vrai problème avec l'échec et avec l'erreur qui le dit. Mais c'est important, tu vois, de conscientiser ce truc-là. Et je pense que c'est pas le plus grand déclic, mais c'est assurément un des plus grands déclics. C'est le déclic dans la phase d'entreprise dans laquelle on est, et c'est un des récents déclics qui m'a le plus marqué, sur lequel je suis actuellement en train de travailler au quotidien. Okay. Et à part, et en plus de venir... venir... dit une question. Hein. Ouais, mais comment clôture? Comment clôture? Vu que... Tu vois comment j'évite les questions? On a donné rendez-vous à toutes les personnes qui sont encore sur cet épisode pour les 3 jours de folie qui nous attendent. En plus de ça, puisque c'est la chose la plus importante à faire dans les prochains jours pour eux. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner, toi qui maintenant as expérimenté ça, pour des dirigeants qui se reconnaissent dans cette situation où ils préfèrent aller jumper et résoudre rapidement quelque chose à court terme? Très simple. Acceptez que vous avez tort parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et qu'aujourd'hui, vous avancez dans un monde qui est le vôtre, sous votre prisme, mais que votre perception de la réalité, elle vous appartient à vous uniquement, alors qu'en soi, des réalités, il en existe plein, mais on vit tous dans le même monde. Et il y a des gens moins intelligents que vous, plus rapidement que vous, avec moins de ressources que vous, qui réussissent plus que vous. C'est qu'assurément, ils font les choses différemment et c'est accessible à tous, ça ne dépend que de vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.